Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. L'actualité nationale a été marquée ces derniers jours par la disparition tragique de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, évêque du diocèse de Bafia. À ce jour, qu'en est-il des circonstances de sa disparition et surtout, où en sont les enquêtes dans cette affaire? Sur un tout autre plan, qu'en est-il des élections de 2018? Au total, 4 scrutins dont la tenue soulève quelques interrogations. Enfin, où en sont le RDPC et l'opposition à l'heure qu'il est? 2 invités nous éclairent ce soir sur ces sujets. Il s'agit de Robert Mouté Ambassa, cadre du RDPC, membre du comité central de ce parti, élite du Mbam et Inubu. Bonsoir Robert Mouté Ambassa. Bonsoir Monsieur Guizogo, et c'est avec plaisir que j'ai accepté votre invitation, parce que pour moi c'est la première fois de passer à cette émission géopolitique. J'espère que nous serons à la hauteur de ce que les téléspectateurs attendent de nous. Et puis bonsoir aux téléspectateurs. Voilà. Merci Monsieur Ambassa, merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Jean-François Chanon, journaliste au quotidien Le Messager. Bonsoir Jean-François Chanon. Bonsoir Guizogo. Je rappelle que vous avez quand même une très longue expérience devant vous, hein, dans le cadre de la presse au Cameroun, près de 30 ans. On peut se tromper de quelques mois ou quelques années. Oui, depuis 91 en tout cas, je suis journaliste professionnel. Et j'ai commencé comme pigiste à l'Effort camerounais, Challenge Hebdo, et puis depuis pratiquement maintenant 24 ans au Messager. Oui, vous avez aussi une formation religieuse plutôt solide. Vous avez passé beaucoup de temps avec les religieux. Quelle congrégation encore, si je me trompe? Non, j'ai été formé par la Compagnie de Jésus. Ah, voilà, les jésuites, voilà. Donc, dans le cadre de la famille des Béatitudes. Avant ça, j'ai essayé aussi avec les Dominicains un tout petit peu. Mais je suis surtout chrétien catholique pratiquant. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai aussi la chance d'avoir sur ce plateau 2 personnalités, 2 invités qui sont originaires du Mbam. C'est une coïncidence. Vous êtes du Grand Mbam. Voilà. Qui vous allez nous parler. Et le premier sujet que nous abordons dans cette émission, c'est naturellement la disparition pour faire complet, il est originaire du Mbam fort, oui, comme on dit. Moi, c'est pas vrai, il n'y a pas de on fait une boutade juste pour dire que c'est le Grand Mbam en tout cas. Voilà, Mbam, Mbam et Kim. En espérant qu'un jour nous serons une région du Grand Mbam. Ah oui, tout à fait. C'est quand même le Mbam assez vaste quand même. Ah oui, c'est le département le plus grand je pense, du Cameroun. Je pense. Voilà. Ok. Alors, le premier sujet que nous abordons dans cette émission, dans cette édition de Géopolis, c'est naturellement la disparition dans des circonstances tragiques de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, dont le corps a été repêché des eaux de la Sanaga il y a quelques jours seulement. Alors, qu'est-ce que vous avez appris de la disparition de ce prélat, monsieur Robert Mouté Ambassa? Merci, monsieur Guizogo. Vous savez, nous passons des moments très très difficiles par rapport à la disparition puis au décès suspect de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Vous savez, le BAM est un département assez difficile. Et Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala est ce monsieur qui a réussi à se faire accepté par tous les Mbamouas sans exclusive. Moi qui vous parle... Vous le connaissiez bien, hein? Je le connais personnellement. Je peux me dire, sans risque de me tromper, parce que tous ceux qui ont travaillé avec lui me connaissent, que c'est un ami. Je perds un ami. C'est quelqu'un qui, quand il arrive à Bafia, je crois en juillet 2003, il trouve une situation très délicate et difficile. L'évêché où il habitait était cambriolé presque chaque semaine, tous les 10 jours. À un moment, il avait peur pour sa sécurité. Et donc, pendant un certain temps, il était beaucoup plus à Yaoundé, il venait sur Bafia, le temps de trouver une solution. C'est à ce moment précis, et aussi avec le passage du professeur Gervais Mendozé, à Bafia qui était venu avec sa voix, la voix du Cénacle. Oui. Alors, ce moment nous ont permis de nous rapprocher. Et je me suis retrouvé en train de prendre un certain nombre de dispositions pour sécuriser l'évêché. Et à cette époque, pendant près de 2 ans et demi, pour ne pas dire 3 ans, j'ai posté 5 vigiles pour le rassurer, pour sécuriser l'évêché. Il s'est un peu... il était devenu un peu plus sûr de lui, plus serein.
Voilà comment nos relations commencent. Et donc, après ça, je ne peux pas citer tout ce qui a pu se passer, mais nous sommes restés très liés. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, moi, mon papa était quelqu'un qui avait plusieurs femmes. Et dans notre famille, il laissait chaque épouse faire la religion de son choix. Donc, nous sommes une grande famille où il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les musulmans. Donc, nous sommes quand même de ceux qui sont tolérants en matière de religion. Donc, mon papa, ma maman étaient des musulmans. Alors, j'ai fait l'école coranique. Mais en même temps qu'il y avait des épouses qui étaient catholiques, je me suis retrouvé à aller chez les catholiques. Et d'autres protestants, je suis allé chez les protestants. Donc, je me retrouve avec l'évêque, je suis à l'aise. Il est d'ailleurs venu chez moi faire plusieurs messes, plusieurs prières à ma demande. Donc, vous comprenez que quand l'évêque accepte d'aller chez des particuliers, ça veut dire quand même que c'est un niveau de relation qui n'est pas à négliger. Et comment était-il? L'homme, c'était... C'était vraiment... C'était un grand homme. Et la formule qui a été utilisée quand il a été promu comme évêque du diocèse de Bafia, c'était un don de Dieu. C'était un autre don de Dieu. L'évêque Benoît Bala, vraiment, j'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de religieux. C'est quelqu'un qui avait un très grand sens élevé de la foi. C'est quelqu'un qui était toujours souriant, sympa, doux. C'est quelqu'un qui, quand les intérêts fondamentaux étaient touchés, il n'était plus doux, il était ferme, dur. Oui, c'était un monsieur qui savait ce qu'il voulait, où il partait. Je peux vous garantir que le chagrin que nous cause la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala est tel que je peux affirmer, sans risque de me tromper, que le Cameroun, l'Église catholique romaine et le diocèse de Bafia, dans son entièreté, ont perdu un des meilleurs serviteurs de l'Église. Et je ne sais pas si on aura un remplaçant de M. Benoît, Monseigneur Benoît Bala. Parce que c'est quelqu'un, moi quand je reçois l'information qu'il est décédé, c'est comme si j'ai eu une décharge électrique. Je me suis d'abord assis tout de suite, parce que c'est un prélat, un prêtre de l'évêché, comme ils me connaissent bien, ils m'ont appelé directement. Et c'est vrai qu'à chaud, on m'a dit, avec tout ce qu'on a vu dans la voiture et tout, l'évêque s'est suicidé. J'ai dit, bien, je connais ce monsieur, c'est pas dans son style, c'est pas dans ses habitudes. Je l'ai vu gérer des situations complexes, où j'étais avec lui, il m'a pris pour l'accompagner, gérer des situations complexes. C'est pas le monsieur à se suicider. Ça m'a beaucoup gêné. J'ai dit, mais tu es sûr? Il me dit, non, il a laissé un mot, je suis dans l'eau, ceci, cela. Je suis resté là pendant plusieurs jours, je ne comprenais rien. Je me suis dit, il fallait attendre de voir quand on va retrouver le cadavre et on va essayer de commencer à analyser. Effectivement, les premières informations qui ont commencé à circuler m'ont tout de suite conforté que ce n'était pas un suicide. Il a été assassiné. Alors, et dans cette situation, je pense que le procureur il y a le procureur de Bafia, le procureur de Monatélé et puis celui de la cour d'appel du centre sont en charge. Ils ont fait un communiqué en parlant de mort suspecte. Pour le moment, l'autopsie s'est faite. C'est vrai que les gens disent beaucoup de choses, mais le rapport officiel n'est pas, encore officialisé. Et les évêques, dans leur conférence épiscopale, ont pris des positions claires, fermes. Et c'est de bonnes positions, c'est vrai. Je pense que la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala est une mort telle que, si elle n'est pas élucidée, ça risque d'impacter sur la crédibilité de notre pays, sur la crédibilité de l'Église catholique romaine, sur la foi des ouailles. Parce que beaucoup ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant. On reviendra tout de suite là dans quelques instants sur cet aspect de la question de la disparition de Monseigneur Bala, puisqu'il y en a eu d'autres. Alors Jean-François Chanon, vous connaissez bien l'Église catholique, chrétien pratiquant, mais aussi vous avez été formé, comme vous le précisiez tout à l'heure, par la compagnie des Jésuites. Alors, que connaissiez-vous de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala? Disons que tout à fait simplement. Je l'ai connu comme grand séminariste d'abord de l'archidiocèse de Yaoundé, ensuite comme prêtre de l'archidiocèse de Yaoundé et enfin comme mon évêque. Tout à fait. Donc, j'ai pas la prétention de dire qu'il est mon ami, mais il est mon ami. Parce que je le connaissais assez bien.
quand il était notamment à Yaoundé. Notamment vicaire à Mokolo 2 fois. D'abord. Paroisse Mokolo. Ensuite, curé de la Cité Verte. Oui, tout à fait. Enfin, recteur du petit séminaire de directeur. À l'époque, on appelait directeur du séminaire Sainte-Thérèse de Mbolié, où je suis d'ailleurs passé. Donc, je connaissais assez bien le personnage quand il est devenu évêque encore davantage, parce que avec les élites du MAM, à l'époque, en 2003, j'ai justement travaillé pour son sacre. Et ça nous a rapprochés davantage, puisque il reconnaissait des visages qu'il avait connus à Yaoundé, parmi les élites. Je ne suis pas ce genre d'élite clientéliste du BAM qui aime les premières places, etc. Je suis un film du BAM et j'en suis fier. Et encore, quand il est venu dans la paroisse Notre-Dame, ce qui était à l'époque la grande paroisse Notre-Dame de Fatima de Yoko, où j'ai mes racines, et lors des obsèques notamment de Roger Moindou, qui était journaliste, etc., il est personnellement venu présider la célébration eucharistique des adieux à cet aîné journaliste. Donc nous avons beaucoup parlé et plusieurs fois, je l'avais au téléphone quand il était à la conférence ici. J'allais régulièrement lui rendre visite. Je savais où le trouver à tout moment. Donc ce qui fait que c'est un personnage que j'ai assez bien connu, puisque je me suis laissé aller à la confession à plusieurs reprises chez lui. Donc ce qui faisait que quand il était notamment ici à Yaoundé, je me souviens, lorsque j'ai eu mes 50 ans, la première personne, j'avais appelé deux évêques ce jour-là. Le premier que j'ai appelé, c'était mon évêque, c'est-à-dire Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Je lui ai dit, Monseigneur, j'ai 50 ans. Il a répondu, gloire à Dieu. Ben, écoute, je mets ça tout de suite et je te porte en prière dans la messe que je vais dire tout à l'heure. Ensuite, j'ai appelé Monseigneur Beufeu Ateba, qui était aussi un grand ami à moi, et que j'ai eu la chance que j'ai eue dans cette génération de prêtres qui ont été ordonnés prêtres, notamment un peu à la fin des années 80, quand moi j'étais encore religieux à l'époque. C'est que j'ai eu trois évêques. Monseigneur Christophe Zoa, actuel évêque de Saint-Mélima, Monseigneur Befa Ateba, qui était évêque de regrettée mémoire, et aujourd'hui, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Ce sont des gens que je connais très bien et personnellement. J'étais à Tu et à toi avec eux. Jusqu'aujourd'hui avec Monseigneur Christophe Zoa, qui est un grand ami à moi. Donc, Monseigneur Jean-Marie Benoît était un... Et j'avais même l'impression, j'avais parfois à lui dire, Monseigneur, tu es un ascétique. Dans l'église, quand on dit que tu es un ascétique, c'est-à-dire... C'est une expression qui est une expression, l'ascétisme qui envoie une voilà, certaine rigueur dans la vie, ne pas s'attacher aux choses de la terre, aux choses inutiles. Il était à l'essentiel, même quand il faut manger. Vous êtes invité à sa table, il passe beaucoup de temps à vous parler et vous êtes un peu embarrassé puisque vous vous rendez compte que votre assiette est en train de s'achever pendant que lui, il n'a pas encore mis 2 ou 3 curés dans sa bouche. Et quand il vous écoutait, il vous laissait le temps de vous exprimer et il vous le disait. Il vous regardait, il avait ce petit regard perçant. Quand ça arrivait dans vos yeux, vous avez le sentiment qu'il était en train de voir tout ce que vous avez dans votre cœur. Il vous lisait. Il vous disait. Il avait cette façon de parler et j'estimais qu'il poétisait un peu la vie. Avec ces petites formules latines et cette manière saccadée de parler, comme s'il mettait la réflexion, un peu comme dit Bergson, la réflexion à la connaissance du sujet. Et c'était quelque chose de saisissant. Je le voyais même un peu stoïque. Ah oui, tout à fait. Un peu stoïque. Oui. Il y a un grand stoïque qu'on a lu dans la Grèce antique, c'est Épithète. Il a dit, il riait, il avait ce sourire permanent d'Épithète, qui, quand il y avait quelque chose de difficile qui se vivait devant vous, et quand vous veniez lui dire une situation tragique que vous vivez vous-même, il avait ce petit sourire. Il avait ce petit rire qui vous transmettait le stoïcisme, qui vous demandait accepter déjà cette situation-là, mais savez qu'au bout de cette situation difficile, il y a l'espoir
que Dieu donne, la main que Dieu vous tend. Parce que ce que j'ai appris de Monseigneur Jean-Marie Benoît, c'est que ce n'est pas ce qui tue l'homme, c'est le refus de croire que Dieu peut lui pardonner. C'est ce qui tue l'homme. C'est-à-dire de se dire que je suis dans une situation de péché tel que je ne peux pas être pardonné par Dieu. Et ça, il me le rappelait toujours. Tu fais bien des choses. Il faut te rendre compte que tu es faible et que dans la vie, ce qui est important, c'est de pouvoir tomber et de toujours avoir le courage de se relever et regarder devant. Ne pas regarder tout ce qui est derrière. Ce qui est derrière est derrière. Et quand on m'a appris, quand mon collègue de Douala, Blaise Pascal Dacier, qui est rédacteur en chef délégué à Douala, et moi je suis à Yaoundé pour le Messager, m'a appelé et dit, écoute, c'est urgent, nous devons faire un travail. L'évêque de Bafia, paraît-il, s'est suicidé. J'ai dit non, c'est pas possible. Il m'a dit, bon, écoute, mets-toi sur le deux. J'ai dit, j'envoie quelqu'un sur le terrain. J'ai envoyé un confrère, un collègue sur le terrain pour aller. Va, écoute et viens rendre compte de ce que tu as entendu. Ne prends aucune position. Écoute ce que les gens disent. Parce que dans mon fort intérieur, je suis resté dans le silence de mon bureau. Je me suis baissé, j'ai dit, Seigneur, comment une telle chose est possible? Suicider, forme de question. Et tout de suite, il y a une voix intérieure qui m'a dit non, ce n'est pas un suicide. Parce qu'il n'est pas capable de suicide. Jean-Marie Benoît Bala n'est pas capable de suicide. Il a tellement rassuré tout ce qui est autour de lui que, quand bien même le malin l'aurait habité, parce qu'on ne sait jamais jusque le malin peut arriver, et il a tenté d'arriver à cette situation de suicide. Cet grand serviteur de l'Église, cet amoureux de l'Église, n'aurait pas dit « je suis dans l'eau ». Je suis dans l'eau. Il aurait choisi une autre formule. Vraiment, et comme c'était un grand amoureux du latin, la langue de l'Église, la langue usuelle de l'Église, il aurait trouvé quelque chose de plus d'une signification profonde, de manière théologale, pour exprimer pourquoi il en est arrivé là. Les faits m'ont donné raison, notamment par rapport à ceux qui voulaient absolument nous imposer dans les réseaux sociaux l'idée du suicide. Parce que c'est tellement stupide. Quand vous osiez dire que non, Monseigneur Bala n'est pas capable de ce que vous dites là, on vous tombait dessus en vous disant non, il s'est suicidé. Il faut accepter que des confrères très éminents que j'ai eu au téléphone, ils se reconnaîtront. On dit, mais comment tu peux dire ça? Moi, je connais telle personne, j'étais avec telle personne le matin, il était serein, elle était sereine, autant pour moi, et elle s'est suicidée. Je lui ai dit, non, pas au cas de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. La leçon qu'on tire de ça aujourd'hui, je crois que Robert Mouté Ambassa vient de le dire, et je l'avais déjà dit dans mes expressions sur les réseaux sociaux, c'est que c'est vrai, une enquête a été ouverte par les autorités judiciaires compétentes et on attend les résultats parce qu'ils se sont dit que c'est une mort suspecte. J'ai dit à cette époque-là que les évêques peuvent eux-mêmes mener leur enquête. Rien n'interdit cela. Pour la manifestation de la vérité, tout est possible. Tous les citoyens même peuvent mener une enquête. Oui, mais Jean-François Chanon, on connaît quand même, il y a de nombreux cas où de nombreux prélats ont été tués. On n'a pas vu l'Église prendre une telle initiative. Est-ce que ce serait aujourd'hui qu'elle le ferait? Non, c'est-à-dire que je connais tous les cas. Notamment, j'étais quand même journaliste quand Monseigneur Yves Plumet a été tué. En 91. Je me souviens très bien que le cardinal à l'époque, qui était archevêque de Dawa, avait dit, prenons ça comme une grâce du centenaire. C'était en 90, pratiquement. Une grâce, on s'apprêtait à célébrer les 100 ans de l'Église au Cameroun. Prenons cet assassinat, il avait dit, comme une grâce du centenaire, parce que ça avait été établi. Les évêques ont pris position. Et plus encore, parce que peut-être ce que vous ignorez, c'est que c'est le père Van qui m'a élevé. En 95, qui a été assassiné. C'est le père Angelbert Van qui m'a élevé. Qui a fait de moi un religieux, qui voulait faire de moi un religieux, un prêtre religieux de cette congrégation, de cette famille religieuse. Mais alors, quand il a été assassiné, les évêques
étaient en conférence à Yaoundé. Ça s'est passé en avril. Ils ont toujours là un séminaire en avril, une conférence, l'Assemblée générale en janvier, et puis un séminaire en avril. Ils étaient tous rassemblés à Yaoundé. Les évêques ont pris position. Il me souvient que quand on a voulu dégager le corps du père Angilbert Vin de l'hôpital, de la morgue de l'hôpital général, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu un problème parce que le corps, le ministre de la justice de l'époque, garde des Sceaux, Maître Douala Moutomé, avait demandé de sceller le corps pour qu'on en sache un peu davantage. Mais l'église voulait, et le père Ebral avait dit, quand quelqu'un meurt, il faut le libérer, il faut le laisser partir. Donc il y a eu une simulation de corps à la cathédrale de Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, et à la fin, Monseigneur Jean Zoa, paix à son âme, dont je profite de cette occasion pour saluer la mémoire, avait dit, les évêques du Cameroun se disent choqués. Je répète, le communiqué, les évêques sont choqués par un tel assassinat. Il n'y a pas que le révérend père Angilbert Vin, dont je salue aussi la mémoire pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma modeste vie, mais il y a les deux sœurs de Djoum. Il y a les deux sœurs de Djoum. Il y a l'abbé Mbassi. Il y avait l'abbé Joseph Mbassi, auparavant. qui a été mordateur en chef à l'effort camerounais. Donc ce sont des crimes, des assassinats, des meurtres, dont aujourd'hui, il n'est plus possible, par expérience de ce qui s'est passé dans le passé, qu'aujourd'hui, l'Église puisse commencer. Et je voulais répondre un peu à Robert Boutet, dire que l'Église aujourd'hui est consciente du fait que, à travers tous ces moments difficiles vécus par l'Église, l'Église ne peut plus dissimuler quoi que ce soit. L'Église a le devoir d'aller en avant, c'est-à-dire de dire, nous voulons la vérité. Le communiqué de des évêques est assez clair, que les commanditaires, pas seulement les acteurs, mais les commanditaires, les noms de commanditaires, et que les acteurs soient nommément connus. C'est fort. C'est fort. C'est bien cela, Robert Moutamba. Oui, tout à fait, parce que il faut aller à quoi aujourd'hui. Je pense qu'au niveau de la foi, les doyens de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala ne savent plus à quel sens se vouer, parce que beaucoup de questions se posent. Les gens ne comprennent pas que des personnalités morales comme celle-là subissent, et les informations même qui circulent pour le moment. C'est vrai que l'autopsie n'est pas encore officielle, peut-être, mais il y a des privilégiés qui ont peut-être déjà quelques informations qui circulent un peu partout. À lire ces informations, comment on peut avoir... attendez, si on a besoin de vous assassiner, on prend un pistolet, on vous tire dessus, terminé, et vous partez en quelques secondes. Maintenant que vous ayez des fractures par-ci, par-là, que vous soyez torturé et tout ça, c'est comme si derrière tout ça, il y avait une grosse activité de faire parler l'évêque, de donner un certain nombre d'informations, avant peut-être d'en finir avec lui. Moi, je pense que les oies ont peur, tout le monde a peur, parce que vraiment, tel que ça s'est passé, s'il n'y a pas de clarification et que ça reste flou, comme les précédents cas, je crois que nous allons perdre en crédibilité, l'Église va perdre en crédibilité. Au niveau de la foi, ne soyez pas surpris que vous voyez peut-être même beaucoup de ceux qui sont dans les petits séminaires commencer à partir, ou bien leurs parents les encouragent à partir, parce que c'est très grave ce qui s'est passé. Et je pense que dans une situation comme celle-là, l'Église aussi doit essayer de voir comment, avec l'État, des mesures peuvent être prises pour sécuriser ces grands hommes d'Église. Parce qu'aujourd'hui, un ministre, un gouverneur, un préfet, un sous-préfet, ils ont des gardes-corps, ils sont gardés. Pourquoi les évêques ne pourraient pas bénéficier de cette même attention? Parce que quelque part, c'est des personnalités morales qui sont un peu ceux-là qui donnent la direction à la société. Alors quand un évêque comme celui-là, Jean-Marie Benoît Bala, que personnellement je connais, et je pense qu'il n'a jamais, c'est quelqu'un qui ne pourrait jamais se suicider, quand on voit ce qui s'est passé, l'œuvre qu'il laisse dans ce diocèse, et des choses qui encore fait, je pense que ça donne froid au dos. Ça donne froid au dos. Il faut que les gens se ressaisissent et que ce genre de choses n'arrivent plus jamais et que ces responsables soient protégés d'une manière ou d'une autre. Oui, mais on incrimine quand même d'une certaine manière le fait que depuis un certain nombre d'années, il y a eu des meurtres des prélats, assassinats des prélats, mais on n'a jamais eu de résultats clairs. Oui, vous savez, M. Guizot, ça dépend des prélats qui sont morts. Chanon l'a dit tout à l'heure. Est-ce que l'Église a vraiment voulu, à ce moment précis, qu'on aille plus loin? Parce que l'Église, quand même catholique romaine,
dans ce monde est assez forte et puissante. L'Église peut faire pression sur les chefs d'État. Donc, si l'Église, à cette époque, avait exigé un certain nombre de choses, c'est sûr que même si on n'avait pas la vérité à 100%, un certain nombre d'informations quand même pouvaient jaillir. La conférence épiscopale, l'autre jour, ils ont sorti un communiqué qui est clair, comme Sharon l'a dit. Donc, quelque part, ils attendent qu'on sache qui sont les commanditaires. Ce n'est pas seulement les acteurs qui ont tué Monseigneur, mais ceux qui ont commandité cet assassinat. Si, dans un avenir proche, ou à moyen terme, ou même lointain, rien n'est fait, et qu'on retombe dans le système comme à l'époque, je peux vous garantir que ce n'est pas en la faveur de notre pays, ce n'est pas en notre faveur, nous tous. On ne sera plus du tout crédible, tout ce qu'on va essayer de faire, parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans les rues, vous savez, les gens qui fréquentent les marabouts ont une psychologie un peu particulière. Ils acceptent facilement n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas de logique, ils ne sont pas cartésiens, ils ne sont pas logiques. Les histoires qu'on raconte au quartier concernant ce décès peuvent amener même des gens et à influencer les gens, même dans les élections qui viennent l'année prochaine. Il faut faire très attention. C'est très important. Parce que tout le monde n'est pas agrégé, tout le monde n'est pas docteur, tout le monde n'est pas licencié. Mais je peux vous garantir que la grosse masse est celle-là qui croit au commérage par rapport à la réalité. Moi, je pense que ce décès doit être le premier décès d'un évêque à partir duquel des clarifications doivent être mises sur place publique pour rassurer les populations, pour recrédibiliser le nom de notre pays, pour recrédibiliser l'Église catholique romaine. Parce que, quelque part, parler d'assassinat, par exemple, c'est quand même un sacrilège pour l'Église catholique. C'est la catastrophe. Donc, aujourd'hui, on a à peu près su que ce n'est pas un suicide, c'est un assassinat simple. Ok, maintenant il faut connaître la vérité. On ne doit pas ajouter Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala à tous ceux qui... on ne doit pas, comment je veux dire, on ne doit pas, comme un grand homme de ce pays a dit, on ne doit pas, il faut ajouter la comédie à la tragédie. Parce que quelque part c'est une tragédie, il est hors de question que les gens essayent de faire n'importe quoi pour améliorer la galerie sans qu'on sache la vérité. Je crois qu'on doit aller au fond des choses et tout le monde attend, les enquêteurs sont là. Et on espère qu'ils vont faire leur travail en toute âme et conscience, en toute liberté, et que les résultats seront publics pour calmer les populations, pour crédibiliser le nom du Cameroun, pour recrédibiliser l'Église catholique romaine. D'accord. Alors, Jean-François Chanon, vous dites que l'Église est en mesure de faire son enquête dans cette affaire. Vous pensez que cela sera suffisant? Est-ce que vous avez l'impression aussi que l'État joue franc jeu dans cette affaire, le gouvernement, depuis qu'elle a cette affaire Monseigneur Bala naturellement, en dehors des autres qu'on connaît depuis longtemps? L'Église a fait ce qu'elle a pu jusqu'à présent. Et moi, je crois qu'il faut féliciter les responsables de notre Église. Je parle comme journaliste, c'est vrai. Je suis obligé de dire que je suis de l'Église catholique romaine et je n'en ai pas honte du tout. Dire que, effectivement, la première chose, quand il a fallu retrouver le corps, quand Monseigneur a été déclaré disparu, l'Église a demandé de prier. Monseigneur Cléa a demandé à tous les chrétiens du Cameroun de continuer la prière pour qu'on retrouve Monseigneur. Ça n'a pas fait 2 jours, on a retrouvé le corps de Monseigneur. La force de la prière, parce que ceux qui l'ont assassiné auraient pu le mettre dans l'acide. Dans l'acide, le brûler. Et le brûler à jamais. Terminé. Alors, l'Église a demandé que les chrétiens prient. Et les chrétiens se sont mis en prière. Puisqu'on a le sentiment que c'est ce matin-là qu'il est allé à l'eau. Donc, ils ont eu le temps 2 jours avant de faire ce qu'ils veulent. Donc, on a retrouvé Monseigneur. Après, l'Église a demandé, a dit, il faut attendre que les autorités déterminent de quoi il s'agit. L'Église a pris position. L'Église est organisée. Hein? L'Église est organisée. Donc, là où on est, pour qu'il y ait une telle position de l'Église catholique qui est au Cameroun, comme à travers le communiqué qui est sorti, il est assez succinct. Il a dit il s'est agi d'un assassinat. Et que l'Église constate que les prêtres, les prélats, l'ensemble de tous les ouvriers apostoliques qui travaillent pour le peuple, pour le salut des âmes, pour le Christ, sont visés par des pratiques maléfiques et diaboliques. C'est peut-être pas l'expression exacte, mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est tout dire. Hein? Vous savez, quand on est prélat,
généralement, les prélats, les évêques sont considérés dans l'église catholique comme des apôtres. Absolument. C'est-à-dire, les cardinaux sont considérés comme des princes de l'église parce que c'est eux qui élisent le pape. Mais tout évêque est un apôtre. C'est-à-dire, exposé. il faut savoir que quand tu es apôtre, oui, c'est comme dans la fondation de l'église traditionnelle. Absolument. Les premières, les bases de l'église, quand vous avez lu un peu l'histoire de l'église. Ils ont été persécutés. Il y a une bonne écriture, littérature un bon livre qu'on appelle l'histoire de l'église, écrit par Daniel Rops, de l'Académie française d'ailleurs, de l'Académie Daniel Rops, tout à fait. Voilà, qui est très explicite dessus, c'est-à-dire que tous les apôtres doivent souffrir, doivent savoir qu'ils sont la visée de toutes les persécutions, qu'elles soient humaines, qu'elles soient inhumaines, qu'elles soient sataniques, qu'elles soient diaboliques. Parce que ils sont chargés de faire un combat du bien contre le mal. Et justement, arriver de la vie contre la mort. C'est-à-dire arriver à une victoire certaine qui est la victoire de la vie sur la mort, du bien sur le mal. Ça, c'est important de le savoir. Et le Père nous le dit encore davantage dans son livre « L'histoire, l'Afrique dans l'Église, parole d'un croyant ». Il le dit très bien. Quand il vous spécifie le monstre de Lévou Mama, chez les Bétis, il a dit le monstre de la mort, qui est toujours en train de vouloir, qui rôde toute la nuit et qui cherche absolument à anéantir celui qui fait le bien. Mais parce que tout le monde doit absolument être dans le milieu mauvais de la mort, on a dit de la sorcellerie, des pratiques diaboliques, des pratiques. Et on a tout ce combat. Ce n'est pas propre au Cameroun, hein. C'est dans le monde entier. C'est-à-dire, il y en a qui ont donné possible, tous ceux qui croient au Christ, tous ceux qui travaillent pour le bien, les hommes de bonne volonté en général. C'est-à-dire, tous ceux qui, comme Robert Moutéambassa, sèment la joie autour d'eux, travaillent pour le bien, pour l'émancipation des gens, ils seront toujours combattus. Par ceux qui veulent que ce ne soit que eux qui existent et que le petit nombre de gens qui croient qu'il faut absolument s'enrichir, accumuler les richesses de manière débordante et maintenant penser à vivre et regarder ceux qui n'en ont pas avec un dédain. C'est ça le combat de la vie contre la mort, du bien contre le mal, de la lumière contre l'obscurité. C'est de ça qu'il s'agit, le travail que les évêques font. Et tout ce qui proclame l'évangile aujourd'hui. Les gens ne l'acceptent pas. Et quand ils veulent exercer dans leur satanisme, j'entends aujourd'hui plein de gens qui vous disent, mais laissez déjà cette histoire de l'évêque, non. Ah bon? Pourquoi Elle a à peine commencé quand même. Pourquoi vous continuez à en parler? Laissez la justice faire, non. Pourquoi vous en parlez? Et puis, il y en a qui vont même jusqu'à vous menacer. Qui passent par les gens de vos familles, ils vous disent que, mais vous avez déjà trop parlé de cette histoire. Si on a tué un évêque, toi tu es qui? Tu sais ce qui peut t'arriver, hein? Parce que tu en parles trop là, les gens peuvent te... le système est violent, les gens qui sont puissants, les puissants de ce monde ont des moyens de t'anéantir à tout moment. Mais si on a pu tuer un évêque, qui sommes-nous, pauvres petits journalistes? Nous avons notre simple foi. Hein? Peut-être que nous finirons même pire que ça. Il y a des pièges qu'on nous tend chaque jour en tant que journaliste. Vous pouvez sortir là tout à l'heure et une voiture vous ramasse, alors que la voiture était en train de regarder quand vous étiez en train de marcher. Je ne voulais pas faire, comment dire, donner dans la tête une inquiétude généralisée pour tous ceux qui parlent. Nous avons tous le devoir de mettre la pression sur ceux qui nous gouvernent. Parce que qu'est-ce que la politique? Saint-Hyacinthe définit la politique comme le haut degré du service de l'homme et de la société. Ce n'est pas les petits calculs mestins et clientélistes que les gens font au village là, où ils veulent étouffer les autres. Il faut être au service des gens. Ils soient toujours plus puissants que les autres et pour écraser ces gens-là. Ce n'est pas ça la politique. Mais c'est de s'occuper des problèmes des gens. Et s'occuper des problèmes des gens, c'est de respecter la vie. Personne n'a le droit de ôter la vie à quelqu'un. Puisqu'il ne peut pas le quel que soit l'objectif. Absolument. Et encore un évêque, on n'a pas le droit de venir entrer dans son... dans son évêché en pleine nuit, le retirer, aller le séquestrer, le torturer et le jeter à l'eau quand on commence à le chercher. C'est de ça qu'il s'agit, puisque les éléments que j'ai lus dans les médias, ou bien que nous-mêmes nous avons traités, il s'est retrouvé, il n'avait pas de l'eau dans les poumons, c'est-à-dire que
il ne s'est pas jeté dans l'eau. Ben, on ne l'a pas jeté à l'eau vivant. Parce que quand vous êtes, tous les criminologues le savent, lorsque vous vous noyez, vous prenez de l'eau et la bile s'éclate. Il y a tout un processus. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien eu. Mais, vous savez, il y a un exemple que je vous prends. Si vous suivez les médias occidentaux, ces jours-ci, notamment les médias français, il y a une affaire qui date de 84. L'affaire Grégory. L'affaire Grégory Villemain. On vient de la relancer. Qui vient d'être relancée et on vient d'inculper sa grand-mère. Absolument. Ça a pris du temps, mais pendant... J'ai mis les pieds en France pour la première fois le 13 septembre 85. Mais j'ai trouvé cette affaire en France. Absolument. Qui datait de 84. 84. Mais aujourd'hui, on a les enquêteurs, tout l'officier de police judiciaire, le procureur de la République qui s'occupait de ceux qui se sont succédés depuis 30 ans, ont toujours communiqué sur cette affaire. L'important aujourd'hui, on va dire que notre système judiciaire ne permet pas que on communique. Parce que vous savez, quand on dit pouvoir judiciaire, on sait très bien que l'exécutif avale catégoriquement le judiciaire. Donc, il est temps pour le président de la République, pour le président Paul Biya, de savoir que pendant longtemps, certainement que son régime a été fragilisé, entre guillemets, par toutes ces petites affaires de crimes odieux, notamment des prélats. Et publiquement, le pape Jean-Paul II, aujourd'hui saint, est venu à Yaoundé, et pour la deuxième fois, et à l'aéroport, alors que le président venait de le saluer, a pris la parole et a rappelé au président de la République qu'il y a un ensemble de meurtres dont ont été victimes des hommes d'église. Il a cité nommément le Monseigneur Plumet, les sœurs de Djoum. Il n'a peut-être pas cité, et bien d'autres dont les enquêtes judiciaires n'ont jamais trouvé d'issue. Je pense que la responsabilité du président de la République, à qui tous les Camerounais lui ont donné un suffrage, est de dire justice soit faite. Alors, pour cet évêque. Robert Moté-Ambassa, Jean-François Chanon évoque justement cette nécessité pour le président de la République de clarifier, de donner le là véritablement pour que ces affaires de crimes odieux soient définitivement rayées de l'histoire du Cameroun. Alors, c'est aussi le même chemin que vous pensez qu'il faut emprunter aujourd'hui. Le président de la République, qu'est-ce qu'il doit faire devant cette situation? Non, je pense que devant une situation comme celle-ci, le président est d'abord celui qui a été élu par les Camerounais et il doit surveiller un peu tout, en charge un peu des hommes et des biens, la sécurité de tout le monde. Je pense que c'est un homme d'église, c'est un homme qui a une foi, qui est catholique. Dans l'église catholique. Il a été formé dans l'église catholique romaine, donc il la connaît très bien, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et des pères catéchistes. Des pères catéchistes, il ne faut pas oublier. Je pense que dans ce genre de situation, le président n'a pas souvent le réflexe de faire de l'agitation. Jamais il reste calme, il donne des instructions et il attend les résultats finaux. Parce que vous savez, beaucoup s'agitent toujours sous le feu de l'action. Regardez même parfois quand il y a eu des problèmes des otages ici, les gens s'agitent, il est calme dans son coin, mais je suis à peu près sûr que les instructions seront données dans le sens que toute la vérité soit faite dans cette histoire. Et je crois que c'est après qu'on saura que le président a fait ceci, il a fait cela. Mais étant fils de catéchiste, un homme d'église, dans ce sens qu'il pratique la religion catholique romaine, je crois qu'il ne peut pas laisser cette situation rester dans le flou parce que tous les morts au sein de l'église catholique depuis des années, l'imagerie populaire, les gens dans les quartiers pensent que c'est le président Paul Biya qui est derrière. Pourtant, ce n'est pas ça. Le président Paul Biya n'est pas forcément derrière ces choses-là. Ça peut être des gens à côté, des collaborateurs, des gens qui sont, je ne sais pas, loin, des bandits de grand chemin, qui n'ont rien même à voir avec lui, qui ont posé ces actes. Mais le fait que ces actes n'aient pas été élucidés en temps réel, les gens peuvent commencer à mélanger. Vous savez, beaucoup de gens disent que oui, les gens le pensent déjà. Les gens parlent partout, on est à la veille des élections, il faut des sacrifices, il faut des saisies. Tel évêque était mort, c'était à la veille de ceci, tel prêtre était mort, c'était à la veille. Donc, les gens, vous ne pouvez pas empêcher les gens de dire n'importe quoi. Je crois que clarifier cet assassinat sera quelque chose de très positif qui va crédibiliser l'action du président. Et je pense qu'il n'a pas besoin de se faire prier. Je crois que si, je suis à peu près sûr que même si les évêques dans leur réunion sont montés d'un cran, je crois qu'ils sont conscients qu'ils sont en phase avec le patron. D'accord.
Alors, merci. D'ailleurs, votre sortie nous permet d'enclencher, de passer au deuxième thème de notre émission de ce soir, à savoir les élections de 2018 au Cameroun. Il n'y a pas que les présidentielles. C'est vrai que les yeux sont parfois un peu plus rivés sur la présidentielle 2018, mais au total, il y en aura 4. Il y aura 4 scrutins en 2018. Et peut-être 5. Et peut-être 5, alors. Et peut-être 5, puisque nous avons effectivement la présidentielle de 2018, oui. Mais nous aurons aussi les municipales, oui. Les sénatoriales, les législatives. Et les législatives. Et peut-être les régionales. Et peut-être les régionales. Si on accélère le processus de décentralisation, de toutes les manières, la crise anglophone a semblé indiquer que l'impératif était désormais d'accélérer ce processus de décentralisation. Alors, Jean-François Chanon, 4 scrutins au moins en 2018. Quels sont, d'abord, comment ça se ventile? Quelle est la configuration à laquelle il faudrait s'attendre? Donc il faut d'abord se resituer dans notamment les fins des mandats. Absolument. Je crois qu'on peut remonter à tout cela pour se dire que d'un seul fait déjà que notamment les sénatoriales, les municipales devraient se tenir avant. Mais j'ai l'impression que... On n'a aucune certitude. On n'a aucune certitude dans tout ce qui va se passer. Et tu vois, le messager a fait un travail qui me paraît quand même de qualité aujourd'hui et qui en parlait justement. 2018, l'incertitude. On ne sait pas exactement ce qui va se passer et tout. Bon, on ne sait pas par où on va commencer, etc. Mais on sait au moins que le mandat du président de la République s'achève en octobre 2018. Et là, on est fixé sur ça et que jusqu'à présent, en dehors... des années antérieures assez lointaines aujourd'hui, des périodes assez lointaines, le président de la République a toujours respecté le calendrier pour ce qui est des présidentielles. Bon, très souvent, il y a eu des problèmes pour les municipales parce qu'on a anticipé et parfois les conseillers municipaux sont allés au-delà de leur mandat parce qu'on a dû le proroger. Et parfois, on a anticipé aussi pour les législatives. Les sénatoriales, c'est assez nouveau parce que la constitution de 18 janvier 1996 mettait en place justement le Sénat, mais il a fallu attendre assez longtemps pour la même chose pour le Conseil constitutionnel, aussi pour les conseils régionaux, etc., etc. Donc, ce qui fait qu'on doit se poser la question de savoir est-ce que 2018 va augurer, à mon sens, des élections, une année électorale sereine. C'est là où le problème se situe. Le problème parce qu'on vit depuis 2016 des moments très difficiles dans notre pays du fait de la crise, notamment de la crise anglophone, ce qu'on peut appeler comme ça. Donc il y a beaucoup de problèmes avec les deux régions qu'il faut absolument résoudre avant d'engager cette année électorale. Sinon, on risque d'avoir des élections violentes. Absolument. Absolument violentes, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce que si déjà le dialogue avec nos frères anglophones a été très difficile, il y a eu beaucoup de répression, mais il y a aussi eu beaucoup d'actes anti-État, anti-nation. Donc, c'est assez difficile de croire qu'on va avoir une année. Donc, vous me demandez par où ça va commencer. Le problème, justement, est là. C'est-à-dire, je vais vous répondre que si on devait normalement commencer, c'était commencer par les municipales. C'est-à-dire pour permettre l'élection des sénateurs au moins. Et maintenant, engranger avec les législatives et les législatives, on peut aussi coupler, hein, c'est-à-dire pour permettre... Oui, tout à fait, parce que c'est quand même l'argent des Camerounais qui organise les élections. C'est l'argent du contribuable qui organise. Il y a des petites dotations, de l'aide, des partenaires au développement, mais tout ça c'est le peuple camerounais qui rembourse ça. Par les impôts que nous payons, par les ressources que nous avons, etc. C'est le Cameroun qui rembourse tout cela. Donc, moi, l'essentiel, je voudrais, peut-être pas pour ne pas répondre, tu ne croirez pas, Guizo, que je ne veux pas répondre à la question. Mais moi, je suis plus dans l'incertitude en termes politiques. Absolument. Parce que la situation est terrible au Cameroun. La crise anglophone a causé beaucoup de tort à notre pays. Et il m'est difficile de croire qu'on aura des élections sereines. Parce que c'est le grand moment en démocratie, les élections. C'est là où le peuple a le loisir de renouveler ses élus, leur donner la possibilité de pouvoir travailler. Pour ceux qui ont choisi de faire la politique, moi je ne la fais pas. M. Moutarnet est un professionnel aujourd'hui, de choisir librement. Et puis, quand les élections deviennent source de conflit, c'est dangereux parce qu'il faut absolument
régler définitivement. Alors, vous parlez de sources de conflit, on peut quand même s'interroger au sujet de l'ordre, hein, cet ordre-là de déroulement de ces élections, mais justement, les municipales. Oui. Alors, depuis 2013, la question s'était posée, puisque l'opposition avait demandé à un moment donné que le municipal se tienne avant les sénatoriales. Ouais. Mais c'est l'inverse qui s'était passé. Ouais. Et là, on arrive dans une logique où ce sont les mêmes conseillers municipaux qui risquent d'élire les nouveaux sénateurs. Donc il y a un problème un tout petit peu politique. Puisque le mandat des conseillers municipaux s'achèvera avant celui des sénateurs. Non, mais moi je pense que la classe politique, notamment le pouvoir dominant, le président de la République, avec son parti, doivent créer un dialogue urgemment, notamment en 2017, pour qu'on se mette d'accord sur le calendrier. Ça, c'est un avis de journaliste extérieur. Hein. Je n'ai pas de leçon à donner à ceux qui gouvernent. Mais j'exprime, parce que je suis citoyen de mon pays, de dire que, pardon, qu'on puisse quand même s'entendre. Parce qu'il faut arrêter cette histoire où les élections divisent les Camerounais. Et qu'on se retrouve parfois dans le RDPC, même dans des situations de troubles à l'ordre public. Parce que les candidats ne se sont pas entendus, d'autres ont créé des affrontements de gauche à droite, etc. Donc on donne une chronologie normale, qui s'entende, qui est une saine humiliation de la concurrence entre les différents partis. Mais les gens vont vous dire non, non, on ne fera pas, nous sommes au pouvoir, nous on ne va pas faire les cadeaux à l'opposition pour qu'ils viennent nous renverser. Ça c'est logique. C'est le jeu politique normal. Mais il faut que les règles quand même les règles soient claires. Et c'est ça qui fait la preuve de toutes les démocraties. Vous savez, si on est parti du ministère de l'administration territoriale qui organisait les élections dans notre pays, jusqu'à l'ONEL 1, l'ONEL 2, puis ELECAM 1, ELECAM 2, ELECAM 3 même, c'est parce que les citoyens et les politiques eux-mêmes ont senti que il y a un problème, c'est-à-dire que le jeu politique est floué, les citoyens sont floués par le fait que ceux qui organisent les élections ne le font pas de la manière la plus propre, c'est-à-dire de la plus transparente possible. Et c'est ça qui est dommage pour un pays, parce que jusqu'à présent, on se rend bien compte que ELECAM constitue encore une blague. C'est-à-dire on a recyclé des anciens sous-préfets, des anciens gouverneurs. La preuve, c'est que le président actuel du conseil électoral est un ancien gouverneur, ancien sous-préfet. On l'a recyclé et qui était aussi militant du parti au pouvoir. On lui a demandé de démissionner, on l'a démissionné de ses convictions. Est-ce qu'on peut démissionner quelqu'un de ses convictions? C'est assez difficile. Bon, tout ça est suspect, ça rend mauvaise l'ambiance. On se dit que on va utiliser l'armée pour mater le peuple. Mais c'est pour cela que les gens se disent que finalement, le régime, s'il fonctionne comme ça, on ne s'inscrit pas. On les laisse faire ce qu'ils veulent. On attendra peut-être le jour où Dieu retirera le président Paul Biya de la scène politique et puis on va dire qu'on va commencer effectivement à faire la politique. Absolument. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Comment pouvez-vous expliquer que nous soyons près de 25 millions de Camerounais et qu'il n'y a qu'une liste, un fichier électoral qui n'a que 7 millions d'électeurs. En fait, le président de la République est élu par, comment dire, 22% des Camerounais, de la population camerounaise. Il y a un problème. Ok, tout à fait, Jean-François Chanon. Alors, Robert Mouté-Ambassa, comment vous lisez-vous la question, la problématique des élections de 2018? Il faut bien maîtriser Chanon dans le temps parce qu'il doit... Et là, vous payez. Ah bon, non, vous avez la parole. Vous avez la parole. Vous l'avez. Mais je pense que... Je comprends que c'est un militant. Non, maintenant, on dit qu'il faut lui laisser la latitude. Non, mais disons que la question, c'est une question simple. Hein. Oui. Vous savez, Chanon a essayé de brouiller un peu les cartes, là. On est au pouvoir, c'est pas pour quitter le pouvoir. Oui. Si on est au pouvoir, on va tout faire pour y rester. Mais c'est pour... Il faut quand même que maintenant, c'est aux autres de se battre pour nous chasser du pouvoir. Et il y a des méthodes à mettre en place pour nous chasser. Moi, dans ma position, je ne vais pas leur donner des formules pour nous chasser. C'est à eux, de par leur intelligence, leur imagination, qui doivent étudier le système et voir comment passer pour nous faire partir. Pour le moment, nous veillons chaque jour à rester là. Dans les municipales, pour vous, doivent se tenir après les sénateurs. J'en viens. Notre... Ça, je n'invente rien. Le DPC aujourd'hui n'a pas de problème en face. Le problème du RDPC est interne à RDPC. Moi, j'ai plus peur on y viendra tout à l'heure. de nos amis qui gagnent la place du chef
Mais ils font les salam alaikum tous les jours, mais au moins des virages, ils ne vont pas les louper. J'ai plus peur de ça que l'opposition en face. Donc, par rapport au timing des élections, il y a une élection qui est sûre. C'est l'élection présidentielle. Octobre 2018. Là, on a évacué déjà la question de l'appel au président pour qu'il y ait une élection anticipée. Non, ça, c'est terminé. C'est parce que les gens ne lisaient pas les documents. Pour changer la date de l'élection présidentielle, aujourd'hui, il faut modifier la Constitution. Absolument. Alors, tous ceux qui ont encouragé l'élection anticipée n'ont pas fait attention. Et le président, qui est un légaliste, qui connaît bien ces choses-là, a bien compris que les gens n'ont pas lu la Constitution. Pour changer la date de l'élection présidentielle aujourd'hui, il faut modifier la Constitution. C'est la seule élection sûre pour 2018. Maintenant, les trois autres, sénatoriales, législatives, municipales, sans compter qu'on peut avoir la régionale aussi, c'est des élections au plan constitutionnel qui peuvent être abrogées ou prorogées. Absolument. Sur décision du chef de l'État. Et moi, militant RDPC, je suis pour que les élections sénatoriales qui doivent se tenir en avril 2018 se tiennent à date. C'est une élection qui ne coûte pas cher. Parce que c'est les conseillers municipaux des communes seuls qui sont électeurs. C'est le collège électoral. Absolument. Alors 25 personnes dans une commune peuvent voter à moins de 30 minutes. Les 30 minutes qui suivent, on fait les papiers, l'heure qui suit, les résultats sont envoyés à Elecam. Donc, si on commence les élections sénatoriales à 8 h, à midi, tous les résultats sont à Elecam à Yaoundé. Donc, quelque part, c'est une élection qui ne coûte rien. Il n'y a pas de budget. Même chaque commune peut prendre en charge ce travail. Ou chaque bureau Elecam. Maintenant, quand les Camerounais aiment le budget, parce que derrière, il faut s'acheter des voitures, des villas et tout, ils vont vous faire des gros chiffres. Mais c'est une élection qui peut se faire presque pas loin de 0 francs. Les régionales, c'est pareil. Et ça fait que, au jour d'aujourd'hui, le DPC est majoritaire dans les conseils municipaux. Faire l'élection en avril à date, avec cette majorité confortable, Ça ne nous pose pas de problème. ça ne pose pas de problème. Oui. Je serais pour que ça se fasse à date, pour que nous restons majoritaires au Sénat. Et je suis pour que les élections régionales soient faites au plus tard, à la même date. Vous ne craignez pas qu'on vous accuse quand même de vouloir absolument que le président Paul Biya, qui sera candidat, je pense, il est le candidat naturel du RDPC, soit réélu tranquillement, sans qu'on oppose aucune adversité, sans qu'on lui oppose aucune adversité, rien. Quand vous regardez le président Paul Biya est en phase avec les populations. S'il est candidat, il sera réélu. Ça, c'est clair. On ne doute pas là-dessus. Le problème qui se pose, et qu'on constate sur le terrain auprès des populations, c'est que beaucoup ont le sentiment que le président qui est bien aimé par son peuple, il y a des gens autour, et dans un rayon bien déterminé, qui dirigent en son nom. Et ça pose problème parce que ceux-là ne voient pas les choses comme le président lui-même. Et parmi eux, il y a des gens qui sont méchants, qui sont violents, qui sont compliqués. Et ça fait que les gens se demandent si on donne encore au président ce pouvoir pour que d'autres gens autour le gèrent à sa place et que ces gens n'ont pas la même hauteur que le président, ça pose un problème. C'est la question qui se pose aujourd'hui sur le terrain. Donc finalement, le danger pour le président Biya, c'est davantage dans le RDPC, dans le Je l'ai dit dès le départ, le problème pour le RDPC, ce n'est pas l'opposition en face, c'est le RDPC. Parce que je peux vous garantir, je l'ai déjà dit, je répète, le président, beaucoup pensaient qu'il partait en 2011. Il a levé le verrou en 2008. Tous ceux qui gardaient déjà beaucoup d'argent, tous ceux qui étaient ambitieux, qui voulaient la place, sont résolus à ronger leurs freins. Et maintenant, en rongeant leurs freins, il faut maintenant amener le président en 2018 étant affaibli. Affaibli pourquoi? Parce que les grandes ambitions, faites un bilan, les grandes réalisations, regardez ce qui se passe. Combien de hauts responsables, des hommes de pouvoir mouillent vraiment le maillot, honnêtement vis-à-vis du président. Alors, mais on se rend quand même compte qu'il y a beaucoup qui ne mouillent pas le maillot réellement, qui veulent plutôt que les choses, on arrive en 2018 avec un bilan mitigé, où le président peut-être, parce qu'il n'a pas atteint tous ses objectifs, peut se retirer. Donc je pense que c'est ceux-là qui sont dangereux pour le président et pour le Cameroun. Parce que justement, le président, tel qu'on le connaît, tel qu'on le voit agir, tel qu'on l'observe, tel qu'on l'a vu faire jusque-là, c'est un homme d'État.
c'est un légaliste. Ce n'est pas quelqu'un qui privilégie le désordre, non. Mais il y a des gens autour qui ont la délégation de pouvoir au niveau de la présidence, du gouvernement et des ministres dans les sociétés d'État. Tout ça, c'est la délégation du chef de l'État. Eux qui ont eu la faveur du décret refusent d'aider le président. Et c'est au président et ceux qui sont encore proches de lui, qui l'écoutent, qui doivent détecter, débusquer ceux-là qui jouent le mauvais jeu contre lui, et les neutraliser et mettre en place ceux qui sont des patriotes, qui sont prêts à l'aider dans sa mission. Est-ce qu'après 34 ans, cela est possible? Est-ce que vous ne craignez pas, Jean-François Chanon, monsieur Robert Mouté-Ambassa, est-ce que vous ne craignez pas finalement que la marche du Cameroun pâtisse de tout cela? Parce que je peux vous garantir, je vous vois venir. Vous dites que les gens, le président... Je vous vois venir. Oui, les gens laissent oui, le je vous président, vois mais est-ce venir. qu'il n'y a pas une faiblesse à la part du président? Donc je vous vois venir. La responsabilité du président, c'est dans le choix des hommes. Ok? Oui, là, il y a des choix qu'il a fait qui aujourd'hui montrent dans l'exercice des fonctions de ces derniers que c'est des choix qui n'étaient pas de bonnes mains pour lui. Il a choisi des gens qu'il pensait à un moment donné qui pouvaient l'apporter, l'aider à atteindre ses missions. Ces gens-là, arrivés en poste, n'ont pas donné satisfaction. C'est au chef d'État de prendre la décision de les démettre de leurs fonctions et de nommer ceux qui vont l'aider vraiment à atteindre ses objectifs. Parce que le problème, il est là. Quand les gens sont à côté, quand les gens cherchent à venir, ils sont bons, ils sont gentils. Les rapports qui viennent, tout est biaisé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons fait des écoles, on se connaît. Au jour d'aujourd'hui, quand vous prenez les gens, beaucoup ne sont pas à leur place. Les profils, beaucoup ne sont pas à leur place, tout simplement parce qu'ils sont entrés dans des réseaux qui permettent qu'ils soient là. Maintenant, quand vous avez fait la classe à l'université, au lycée, à l'université, je ne sais pas jusqu'où, avec des gens qui étaient des derniers, qui étaient des cancres, et qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont vos patrons, parce qu'ils sont entrés dans les réseaux, c'est comme le nez à la face, ça se voit. Maintenant, les réseaux ont fait qu'ils soient là. On a dit au président qu'ils sont bons, alors qu'ils ne sont pas bons. Le président ne peut pas connaître tous les Camerounais. Et les gens, justement, profitent de tout ça. Parce qu'ils se rendent bien compte que le président ne descend plus dans les régions, dans les départements. Donc, il ne voit pas de nouvelles faces. Il ne travaille qu'avec les gens qui sont autour ou proches. Du coup, c'est eux qui apportent les noms des autres. Et le président ne va pas aller chercher à connaître. Non, je pense qu'il y a un problème de fond. Au jour d'aujourd'hui, il y a ce danger que des gens qui sont dans des positions de pouvoir sont en train de jouer un jeu qui n'est pas bon pour le président. Et c'est la raison pour laquelle nous autres, nous pensons que si le président ne secoue pas le cocotier, on risque d'avoir des mauvaises surprises en 2018. Il a encore des capacités, Jean-François Chanon, après 34 ans de secouer le cocotier pour reprendre les... Mais est-ce que le président est si fatigué que ça? Le président n'est pas si fatigué que ça. Je pense qu'à son niveau, on ne lui demande pas la force physique. Oui. Hein? Il a la force du décret. Il y a la force du décret, il y a la force de l'intellectuel, le raisonnement. C'est quelqu'un qui donne les impulsions, donne les orientations, donne la vision stratégique. Et le gouvernement est chargé de mettre en application cette vision. Si le gouvernement a atteint ses limites, le problème c'est qu'on a fait à un moment donné les feuilles de route, les ceci, les cela, on ne sait plus où on en est parce que ça doit permettre de voir les performances des uns et des autres. Aujourd'hui, on ne parle plus de feuilles de route. Est-ce que c'est le président qui devait aller suivre les feuilles de route? C'est le chef du gouvernement qui suit les feuilles de route, qui rend compte. Et quand il se rend compte que tu n'as pas atteint tes objectifs, il propose au président de te démettre de tes fonctions. Quand même, les conseils des ministres ne se tiennent pas quand même. Ils devraient se tenir. Il y a les conseils de cabinet qui se tiennent. Oui, mais pas les conseils des ministres. Le président donne l'orientation, le chef du gouvernement met en application. Oui. Et il fait des conseils de cabinet chaque mois. Oui. Et du coup... Juste une chose. Attends, mais même lorsque vous confiez des assiettes à laver à un enfant chez vous, vous vous assurez quand même qu'il les a lavées. Ça veut dire que vous devez veiller. C'est ce que j'ai dit, que le chef du gouvernement devait être là pour dire au président... Tel collaborateur n'a pas atteint ses objectifs. Je demande qu'on le demande de ses fonctions. Les gens ne sont pas démissionnés chez nous. Non, quand vous démissionnez, on croit qu'on vous a chassé. Donc, les gens attendent qu'on les chasse. Donc, il faut que le chef du gouvernement joue ce rôle. Moi, j'estime que si j'ai quelqu'un accusé, c'est d'abord le chef du gouvernement qui n'a pas dénoncé ses incompétences. Ah bon, vous pensez bien. Ok, c'est votre avis, Jean-François Chanon. Le président, le chef du gouvernement qui est chargé d'appliquer la politique du gouvernement, c'est pas le président. Alors, Jean-François Chanon. Oui, juste un avis pour dire que moi, je ne suis pas un homme politique à la dimension de Robert Mouté-Ambassa. Je suis un journaliste, mais aussi un intellectuel qui lit les choses. Mais un observateur aussi. Un observateur. Sans vous couper, Chanon, je connais un chef de gouvernement quand même qui a demandé la tête de certains ministres et il les a eus. C'est Mafadi Moussonga, il est là. Il y a 3 ministres qui lui manquaient de respect. Il a demandé leur départ, ils sont partis. Donc vous comprenez que ce n'est pas que le président, on lui a dit
que les gens sont incompétents, il ne les a pas enlevés. Non, c'est pas vrai. Ok. C'était des ministères Donc, de l'époque. Je ne veux pas donner les noms ici. Donc, pour dire, en fait, le problème de l'âge Oui. pour réagir dans un contexte bien précis. Le problème, c'est que le président a cessé effectivement d'être proche du peuple depuis un certain nombre de temps. Il a trop délégué et on le sent vrai, pas. les gens en profitent. Et que ça montre que c'est les réseaux aujourd'hui. Vous savez, un tout-puissant secrétaire général de la présidence qui peut faire ce qu'il veut pratiquement, même s'il sait qu'il y a autour de lui l'œil du président un tout petit peu d'une manière ou d'une autre, mais il est très puissant. Alors, ça nous permet quand même Vous avez d'autres ministres aussi dans le système qui ont été anciens secrétaires généraux, qui sont tout à fait puissants et qui peuvent agir. Mais en fait, la réalité est que vous avez d'autres présidents qui étaient plus âgés que le président Biya, mais qui ont fait un travail de qualité. Moi, j'étais à Dakar bien avant le régime de Wade. Mais j'ai vu, le Wade est arrivé à un certain âge au pouvoir, mais vous sortiez de Yoff, l'aéroport, pour arriver au plateau, c'était un embouteillage monstre. Mais en 5 ans, en 10 ans, il a fait un travail considérable parce qu'il a surveillé lui-même. Et aujourd'hui, il est d'une très grande lucidité quand il fait une lecture politique. Le président Biya, on n'en sait pas trop parce que, bon, mais voilà, il est à la dimension de ce qu'il est aujourd'hui, 35 ans de pouvoir, il a utilisé presque 240 ministres. 240 ministres, à peu près 40 remaniements. Oui. Hein, donc, ça montre quand même que, 33, pas 40. bon, mais près d'une quarantaine, disons-le comme ça, pour être... Donc ça fait problème. Ça fait problème. Alors, moi, je voulais poser la question. Vous parliez du secrétaire général tout à l'heure. J'en profite pour évoquer une affaire qui fait quand même un peu les choux gras ces jours-ci. J'ai d'ailleurs vu que le directeur de publication du journal La Météo, pour ne pas le citer, Dieudonné Mveng, a été convoqué à la police, apparemment pour une qui aurait mis en cause le secrétaire général de la présidence, notamment sur le paiement de l'entreprise Aegis, si j'ai bien lu. Alors, il y a eu une accusation claire selon ce journal, selon laquelle le secrétaire général bloquerait le paiement de l'entreprise Aegis qui est chargée de la construction d'un stade pour la CAN 2019. Et voilà, donc peut-être que c'est le genre de situation qui nous amène à nous interroger justement sur la toute-puissance de certaines personnes dans l'administration au point où on a le sentiment que le président de la République lui-même n'est plus au courant d'un certain nombre de choses. Et dans ce cas-là, vous pensez vraiment qu'en 2018, c'est encore l'homme de la situation, le président de la République, on ne court pas quand même vers une catastrophe? Non, le président pour moi reste l'homme de la situation. Parce que quand je regarde le paysage politique, quand je regarde les uns et les autres, les potentiels candidats qui ne sont pas déclarés, ceux qui sont déjà déclarés, je crois que le président Paul-Biya reste le meilleur risque. Parce que c'est quelqu'un qui a quand même une certaine expérience de pouvoir et le Cameroun est un pays très difficile. Donc je pense que le problème qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est que ceux qui ont eu la chance, l'opportunité de travailler à côté de lui ou au niveau du gouvernement n'ont pas cherché à faire comme lui. Le président est l'un des présidents les plus intègres. Quand on parle de bien mal acquis par-ci, par-là, on a trouvé quoi pour le président où? C'est quelqu'un qui a une façon de fonctionner. Et si ses collaborateurs, directs ou indirects, pouvaient fonctionner comme lui... Il est difficile de vous laisser dire ça. Hein, non, attends, laisse-moi terminer. Quoi? Au moins, ce qui aurait été clair, c'est que qu'il ait pu faciliter l'application de l'article 66 de la Constitution. Non, mais ça va, je vous dis chaque chose en son temps. Okay? C'est quand même depuis 96, M. Mouté. Oui, c'est depuis 96. Oui. Moi, je pense qu'il est temps que cet article soit appliqué. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut l'appliquer. Dès qu'on vous nomme à de hautes fonctions, vous faites vos déclarations. Et le jour où vous partez, vous faites un point, on fait une déclaration. Et si on se rend compte que vous avez pu progresser dans le sens que vous avez peut-être pioché dans les caisses de l'État, évidemment, on vous pose des questions. On vous pose des questions. Moi, je dis il y a quelque chose qui est très simple. L'article 66, pardon, c'est quelque chose qui vient à un moment donné. Mais moi, je dis, je suis quand même, le président Biya arrive au pouvoir au moment où j'ai 22 ans. Donc, 22 ans avec le président Ahidjo. Et à l'époque, on n'avait pas besoin de l'article 66. Dès que vous avez les fondations d'une maison qui ne sont pas en adéquation avec vos revenus, on met la main sur vous, vous devez vous expliquer. Dès que vous achetez un véhicule,
qui est tel que vos fonctions, votre salaire ne vous permet pas oui. d'avoir ce véhicule, vous devez vous expliquer. Rien que ça suffit. Et quand vous regardez là dehors aujourd'hui, combien de gens... Il y a trop d'imposteurs. Il y a trop de personnes qui ne peuvent pas expliquer d'où leur viennent. Parce que moi, j'ai eu cette chance, ou ma chance, je ne sais pas, mais moi, je sais que c'est une chance. Vous ne pas couper. J'ai travaillé dans le secteur privé. Ouais. Ça fait penser à des gens qui ont des maisons avec des tours aériennes. C'est le secteur qui a le salaire le plus élevé, le secteur pétrolier. J'ai travaillé dedans pendant 33 ans. Je suis sûr que je suis parmi les gens qui ont eu des bonnes payes, un peu de moyens. Donc, il y a des... Mais je suis conscient quand même qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Quand je vois un fonctionnaire qui sort de l'ENAM après 3 ans, 4 ans aux impôts, à la douane ou quoi, qui a un immeuble de 4-5 étages, je dis, il n'y a pas à discuter. Les commissions qu'on crée dans les ministères là, ça ne sert à rien. C'est du bluff, c'est juste pour noyer le poisson. Je dis, regardez devant vous. Il a obtenu sa maison, sa voiture, les enfants qui sont tous en Europe, alors qu'ils gagnent un salaire de 300 000, ainsi de suite, que chacun vienne s'expliquer. Vous allez attraper les bandits tout de suite, ça ne sert à rien. L'article 66 va venir, vous savez, les Camerounais sont intelligents. Ils vont encore continuer cet article. On l'appelle, mais le jour où cet article sera appliqué, vous allez voir que ça... Regardez les histoires de commission anticorruption dans les ministères. Est-ce que vous avez vu un ministère qui a épinglé quelqu'un? Puisque les gens... Le TCS, c'est plutôt d'autres instructions. Donc moi, je reviens à la question posée. C'est que, pour moi, le président reste l'homme de la situation. Mais il faut que ceux qui vont accompagner le président doivent être ceux-là qui vont essayer de privilégier l'intérêt général, de donner au mérite toute sa place. Et le tribalisme doit être combattu avec la dernière énergie. Même au sein de notre parti. Parce que quand on dit que les gens descendent sur le terrain, chacun doit aller chez lui. C'est une façon de dire que c'est un peu le tribalisme. Moi, j'ai fait une expérience nouvelle avec le chef de la délégation permanente dans notre département de Mbamendoubou, le docteur James Nobiono. Dernièrement, quand on est descendu pour le 4 mars, il a dit, personne dans son arrondissement d'origine. Il nous a envoyé chacun ailleurs. Mais je peux vous garantir que les choses sont très bien passées. Parce que quand on envoie chacun chez lui, qu'est-ce que les gens font? Les gens vont, ils créent des clans, ils essaient de s'organiser entre eux de telle manière que personne d'autre ne doit plus venir. Et celui qui est comme cette délégation va essayer de casser les pieds, de neutraliser tout le monde qui est autour. Et placer les siens. Et du coup, on se retrouve avec des conseillers, des maires, des députés qui s'en foutent complètement de la base du peuple. Allez voir quand un président de section organise un meeting. Combien de gens l'assistent? Très peu ou presque pas du tout. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent ne dépendent pas de la base. C'est les responsables qui sont ministres, DG et hauts responsables dans les positions de pouvoir qui décident que c'est tel, c'est tel, c'est tel. Donc quelque part, moi je pense que le président reste le meilleur risque. Absolument. Et à côté de ça, il faut seulement qu'au niveau des hommes, qu'il y ait une sélection pour que ceux qui privilégient l'intérêt général, qui combattent le tribalisme, ceux qui ramènent le mérite, là où il n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est eux qui doivent l'accompagner. Et je crois qu'en moins d'un mandat, tous les problèmes qu'on a vus là vont disparaître. Alors, Jean-François Chanon, un mot pour que nous sortions de ce débat, puisque nous acheminons vers la fin de cette émission, sur cette question du président, des hommes qu'il faut choisir, quel chemin on peut prendre maintenant, peut-être en pensant que le président a envie de rempiler. Non, toutes les générations se renouvellent un tout petit peu. Donc le drame, c'est qu'aujourd'hui, le président est dans l'incapacité de connaître physiquement les gens avec qui il doit travailler, et moralement. Il y a une expression devenue courante dans notre société qui dit que le président Biya n'a pas de chance avec ses ministres. Ah oui, absolument. Parce qu'au fil des ans, il en utilise et c'est la même chose. C'est-à-dire c'est les mêmes gens qui sont huilés dans la même machine, dans le même système qu'il faut absolument éradiquer. Célestin Monga parlait de tuer le biaïsme. Sans tuer Biya, mais tuer le biaïsme. C'est que le système qu'il a mis en place est tel que des gens se l'ont approprié et ça lui échappe quelquefois. Parce que la qualité des cadres qui sont là. On a créé un tribunal criminel spécial, mais les cadres font exactement la même chose chaque jour, en se disant que ce qu'on a arrêté, c'est leur malchance. C'est assez difficile. Alors, un mot, oui, finalement, quand on écoute tout ceci, un mot, Robert Moutambassa, sur la marche du Cameroun. Comment pensez-vous que ça marche finalement? Oui, merci Guy, c'est une bonne question. Et je vais synthétiser. Donc, je dirais de façon synthétique que nous sommes dans la paix négative.
nous sommes dans la paix négative. Vous savez, la paix positive, c'est quoi? C'est qu'un pays n'est pas en guerre, il y a l'équité, il y a le développement, il y a la justice. La paix négative, c'est qu'il n'y a pas de guerre, mais l'équité est à un niveau très bas, le développement patine, et il n'y a presque pas de justice, ou bien la justice, les gens ne se reconnaissent pas dans cette justice. Alors nous sommes dans cette situation, je pense. Et cette situation est très grave dans ce sens que on ne voit pas les mouvements s'organiser. Nous autres qui avons la possibilité d'être avec les Baye Amselam, les Bensikineurs, les étudiants, la population à la base, au quartier, on va s'asseoir là où on ne nous attend pas, on mange les beignets haricots avec tout le monde, on boit la bouillie, on écoute. Les gens sont fatigués et les gens ne veulent plus revendiquer. Les gens se disent aujourd'hui, advienne ce qui pourra. Parce que les gens ont le sentiment qu'il y a un niveau de responsabilité, un niveau d'irresponsabilité auprès de ceux qui sont dans les positions de pouvoir qui est tel que l'intérêt général a foutu le camp, c'est l'intérêt individuel. Le mérite a foutu le camp, c'est l'incompétence qui a toute sa place. Et le tribalisme est en train de ronger ce pays. L'unité nationale dont on parle chaque jour est en danger. Parce que l'unité nationale fait partie des intérêts fondamentaux de notre pays. Et à ce titre, chacun là où les doit la cultiver. Et ceux qui sont dans les positions de pouvoir, les positions où les autres les regardent comme des références, doivent agir et promouvoir l'intérêt général, et combattre l'incompétence, privilégier le mérite et combattre avec toute l'énergie le tribalisme. Et je crois que nous sommes dans cette paix, et quelque part, cette paix négative, et tel que ça se passe, si rien n'est fait pour remonter la pente, parce que je crois que nous sommes déjà au creux de la vague, et il faut à tout prix remonter, et si on ne remonte pas, nous aurons des surprises désagréables. Alors, merci, on vous aura bien entendu. J'espère que ceux qui ont les manettes de décision entre leurs mains comprennent très bien, suivent exactement ce que nous essayons de faire dans ces débats. Merci donc à vous, Robert Mouté-Ambassa, d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Merci aussi à vous, Jean-François Chanon, d'être venu. C'était un plaisir. Voilà, pour ces 90 minutes de débat. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant 90 minutes. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, lorsqu'il sera 20h30, pour une nouvelle édition de Géopolis sur Equinox Télévision. En même temps, restez en compagnie de nos programmes. À très bientôt. Bonsoir. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. L'actualité nationale a été marquée ces derniers jours par la disparition tragique de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, évêque du diocèse de Bafia. À ce jour, qu'en est-il des circonstances de sa disparition et surtout, où en sont les enquêtes dans cette affaire? Sur un tout autre plan, qu'en est-il des élections de 2018? Au total, 4 scrutins dont la tenue soulève quelques interrogations. Enfin, où en sont le RDPC et l'opposition à l'heure qu'il est? 2 invités nous éclairent ce soir sur ces sujets. Il s'agit de Robert Mouté-Ambassa, cadre du RDPC, membre du comité central de ce parti, élite du MBAM et Inubu. Bonsoir Robert Mouté-Ambassa. Bonsoir Monsieur Guizogo, et c'est avec plaisir que j'ai accepté votre invitation, parce que pour moi c'est la première fois de passer à cette émission géopolitique. J'espère que nous serons à la hauteur de ce que les téléspectateurs attendent de nous. Et puis bonsoir aux téléspectateurs. Voilà. Merci monsieur Ambassa, merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Jean-François Chanon, journaliste au quotidien Le Messager. Bonsoir Jean-François Chanon. Bonsoir Guizogo. Je rappelle que vous avez quand même une très longue expérience devant vous, hein, dans le cadre de la presse au Cameroun, près de 30 ans. On peut se tromper de quelques mois ou quelques années. Oui, depuis 91 en tout cas, je suis journaliste professionnel. Et j'ai commencé comme pigiste à l'époque camerounais, Challenge Hebdo, et puis depuis pratiquement maintenant 24 ans au Messager. Oui, vous avez aussi une formation religieuse plutôt solide. Vous avez passé beaucoup de temps avec les religieux. Quelle congrégation encore, si je me... Non, j'ai été formé
par la Compagnie de Jésus. Ah, voilà, les jésuites, voilà. Donc, Tout à fait. dans le cadre de la famille des béatitudes. Avant ça, j'ai essayé aussi avec les dominicains un tout petit peu, mais je suis surtout chrétien catholique pratiquant. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai aussi la chance d'avoir sur ce plateau deux personnalités, deux invités qui sont originaires du Mbam. C'est une coïncidence. Vous êtes du Grand Mbam. Voilà. Qui vous allez nous parler. Et le premier sujet que nous abordons dans cette émission, c'est naturellement la disparition pour faire complet, il est originaire du Mbam fort, oui, comme on dit. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de non, c'est une boutade juste pour dire que c'est le Grand Mbam en tout cas. Voilà, Mbam, parce que Mbam et Kim, c'est le en Grand espérant Mbam. qu'un jour nous serons une région du Grand Mbam. Ah oui, tout à fait. C'est quand même le Mbam assez vaste quand même. Ah oui, c'est le département le plus grand je pense, du Cameroun. Je pense. Voilà. Ok. Alors, le premier sujet que nous abordons dans cette émission, dans cette édition de Géopolis, c'est naturellement la disparition dans des circonstances tragiques de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, dont le corps a été repêché des eaux de la Sanaga il y a quelques jours seulement. Alors, qu'est-ce que vous avez appris de la disparition de ce prélat, monsieur Robert Mouté-Ambassa? Merci, monsieur Guizogo. Vous savez, nous passons des moments très très difficiles par rapport à la disparition puis au décès suspect de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Vous savez, le BAM est un département assez difficile. Et Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala est ce monsieur qui a réussi à se faire accepter par tous les Bamois sans exclusive. Moi qui vous parle... Vous le connaissiez bien, hein? Je le connais personnellement. Je peux me dire, sans risque de me tromper, parce que tous ceux qui ont travaillé avec lui me connaissent, que c'est un ami. Je perds un ami. C'est quelqu'un qui, quand il arrive à Bafia, je crois en juillet 2003, il trouve une situation très délicate et difficile. L'évêché où il habitait était cambriolé presque chaque semaine, tous les 10 jours. À un moment, il avait peur pour sa sécurité. Et donc, pendant un certain temps, il était beaucoup plus à Yaoundé, il venait sur Bafia, le temps de trouver une solution. C'est à ce moment précis, et aussi avec le passage du professeur Gervais Mendozé, à Bafia qui était venu avec sa voix, la voix du Cénacle. Oui. Alors, ce moment nous ont permis de nous rapprocher. Et je me suis retrouvé en train de prendre un certain nombre de dispositions pour sécuriser l'évêché. Et à cette époque, pendant près de 2 ans et demi, pour ne pas dire 3 ans, j'ai posté 5 vigiles pour le rassurer, pour sécuriser l'évêché. Il s'est un peu... il était devenu un peu plus sûr de lui, plus serein. Voilà comment nos relations commencent. Et donc après ça, je ne peux pas citer tout ce qui a pu se passer, mais nous sommes restés très liés. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, moi, mon papa était quelqu'un qui avait plusieurs femmes. Et dans notre famille, il laissait chaque épouse faire la religion de son choix. Donc nous sommes une grande famille où il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les musulmans. Donc nous sommes quand même de ceux qui sont tolérants en matière de religion. Donc mon papa, ma maman étaient des musulmans. Alors j'ai fait l'école coranique. Mais en même temps qu'il y avait des épouses qui étaient catholiques, je me suis retrouvé à aller chez les catholiques. Et d'autres protestants, je suis allé chez les protestants. Donc je me retrouve avec l'évêque, je suis à l'aise. Il est d'ailleurs venu chez moi faire plusieurs messes, plusieurs prières à ma demande. Donc vous comprenez que quand l'évêque accepte d'aller chez des particuliers, ça veut dire quand même que c'est un niveau de relation qui n'est pas négligeable. Et comment était-il? L'homme, c'était... C'était vraiment... C'était un grand homme. Et la formule qui a été utilisée quand il a été promu comme évêque du diocèse de Bafia, c'était un don de Dieu. C'était un autre don de Dieu. L'évêque Benoît Bala, vraiment, j'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de religieux. C'est quelqu'un qui avait un très grand sens élevé de la foi. C'est quelqu'un qui était toujours souriant, sympa, doux. C'est quelqu'un qui, quand les intérêts fondamentaux étaient touchés, il n'était plus doux, il était ferme, dur. Oui, c'était un monsieur qui savait ce qu'il voulait, où il partait. Je peux vous garantir que
le chagrin que nous cause la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala est tel que je peux affirmer, sans risque de me tromper, que le Cameroun, l'Église catholique romaine et le diocèse de Bafia, dans son entièreté, ont perdu un des meilleurs serviteurs de l'Église. Et je ne sais pas si on aura un remplaçant à l'état de M. Benoît, Monseigneur Benoît Bala. Parce que c'est quelqu'un, moi quand je reçois l'information qu'il est décédé, c'est comme si j'ai eu une décharge électrique. Je me suis d'abord assis tout de suite, parce que c'est un prélat, un prêtre de l'évêché, comme ils me connaissent bien, ils m'ont appelé directement. Et c'est vrai qu'à chaud, on m'a dit, avec tout ce qu'on a vu dans la voiture et tout, l'évêque s'est suicidé. J'ai dit, ben, je connais ce monsieur, c'est pas dans son style, c'est pas dans ses habitudes. Je l'ai vu gérer des situations complexes, où j'étais avec lui, il m'a pris pour l'accompagner, gérer des situations complexes. C'est pas le monsieur à se suicider. Ça m'a beaucoup gêné. J'ai dit, mais tu es sûr? Il me dit, non, il a laissé un mot, je suis dans l'eau, ceci, cela. Je suis resté là pendant plusieurs jours, je ne comprenais rien. Je me suis dit, il fallait attendre de voir quand on va retrouver le cadavre et on va essayer de commencer à analyser. Effectivement, les premières informations qui ont commencé à circuler m'ont tout de suite conforté que ce n'était pas un suicide. Il a été assassiné. Alors, et dans cette situation, je pense que le procureur il y a le procureur de Bafia, le procureur de Monatélé et puis celui de la cour d'appel du centre sont en charge. Ils ont fait un communiqué en parlant de mort suspecte. Pour le moment, l'autopsie s'est faite. C'est vrai que les gens disent beaucoup de choses, mais le rapport officiel n'est pas, encore officialisé. Et les évêques, dans leur conférence épiscopale, ont pris des positions claires, fermes. Et c'est de bonnes positions, c'est vrai. Je pense que la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala est une mort telle que, si elle n'est pas élucidée, ça risque d'impacter sur la crédibilité de notre pays, sur la crédibilité de l'Église catholique romaine, sur la foi des ouailles. On réservera au président de la République de clarifier, de donner le là véritablement pour que ces affaires de crimes odieux soient finalement, soient définitivement rayées de l'histoire du Cameroun. Alors, c'est aussi le même chemin que vous pensez qu'il faut emprunter aujourd'hui. Le président de la République, qu'est-ce qu'il doit faire devant cette situation? Non, je pense que devant une situation comme celle-ci, le président est d'abord celui qui a été élu par les Camerounais et il doit surveiller un peu tout, il est en charge un peu des hommes et des biens, la sécurité de tout le monde. Je pense que c'est un homme d'église, c'est un homme qui a une foi, qui est catholique. Dans l'église catholique. Il a été formé dans l'église catholique romaine, donc il la connaît très bien, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et des pères catéchistes. Et des pères catéchistes, il ne faut pas oublier. Je pense que dans ce genre de situation, le président n'a pas souvent le réflexe de faire de l'agitation. Jamais il reste calme, il donne les instructions et il attend les résultats finaux. Parce que vous savez, beaucoup s'agitent toujours sous le feu de l'action. Regardez même parfois quand il y a eu des problèmes des otages ici, les gens s'agitent, il est calme dans son coin, mais je suis à peu près sûr que les instructions seront données dans le sens que toute la vérité soit faite dans cette histoire. Et je crois que c'est après qu'on saura que le président a fait ceci, il a fait cela. Mais étant fils de catéchiste, un homme d'église, dans ce sens qu'il pratique la religion catholique romaine, je crois qu'il ne peut pas laisser cette situation rester dans le flou parce que tous les morts au sein de l'église catholique depuis des années, l'imagerie populaire, les gens dans les quartiers pensent que c'est le président Paul Biya qui est derrière. Pourtant, ce n'est pas ça. Le président Paul Biya n'est pas forcément derrière ces choses-là. Ça peut être des gens à côté, des collaborateurs, des gens qui sont, je ne sais pas, loin, des bandits de grands chemins, qui n'ont rien même à voir avec lui, qui ont posé ces actes. Mais le fait que ces actes n'aient pas été élucidés en temps réel, les gens peuvent commencer à mélanger. Vous savez, beaucoup de gens disent que oui, les gens le pensent déjà. Les gens disent partout, on est à la veille des élections, il faut des sacrifices, il faut des saisies. Tel évêque était mort, c'était à la veille de ceci, tel prêtre était mort, c'était à la veille. Donc, les gens, vous ne pouvez pas empêcher les gens de dire n'importe quoi. Je crois que clarifier cet assassinat sera quelque chose de très positif qui va crédibiliser l'action du président. Et je pense qu'il n'a pas besoin de se faire plier. Je crois que si, je suis à peu près sûr que même si les évêques dans leur réunion sont montés d'un cran, je crois qu'ils sont conscients qu'ils sont en phase avec le patron. D'accord.
Alors, merci. D'ailleurs, votre sortie nous permet d'enclencher, de passer au deuxième thème de notre émission de ce soir, à savoir les élections de 2018 au Cameroun. Il n'y a pas que les présidentielles. C'est vrai que les yeux sont parfois un peu plus rivés sur la présidentielle 2018, mais au total, il y en aura 4. Il y aura 4 scrutins en 2018. Et peut-être 5. Et peut-être 5, alors. Et peut-être 5, puisque nous avons effectivement la présidentielle de 2018, oui. Mais nous aurons aussi les municipales, oui. Les sénatoriales et les législatives. Et peut-être les régionales. Et peut-être les régionales. Si on accélère le processus de décentralisation, de toutes les manières, la crise anglophone a semblé indiquer que l'impératif était désormais d'accélérer ce processus de décentralisation. Alors, Jean-François Chanon, 4 scrutins au moins en 2018. Quels sont, d'abord, comment ça se ventile? Quelle est la configuration à laquelle il faudrait s'attendre? Donc, il faut d'abord se resituer dans notamment les fins des mandats. Absolument. Je crois qu'on peut remonter à tout cela pour se dire que, d'un seul fait déjà, que notamment les sénatoriales, les municipales devraient se tenir avant. Mais j'ai l'impression que... On n'a aucune certitude. On n'a aucune certitude dans tout ce qui va se passer. Et tu vois, le messager a fait un travail qui me paraît quand même de qualité aujourd'hui et qui en parlait justement. 2018, l'incertitude. On ne sait pas exactement ce qui va se passer et tout. Bon, on ne sait pas par où on va commencer, etc. Mais on sait au moins que le mandat du président de la République s'achève en octobre 2018. Et là, on est fixé sur ça et que jusqu'à présent, en dehors... des années antérieures assez lointaines aujourd'hui, des périodes assez lointaines, le président de la République a toujours respecté le calendrier pour ce qui est des présidentielles. Oui. Bon, très souvent, il y a eu des problèmes pour les municipales parce qu'on a anticipé et parfois les conseillers municipaux sont allés au-delà de leur mandat parce qu'on a dû le proroger. Et parfois, on a anticipé aussi pour les législatives. Les sénatoriales, c'est assez nouveau parce que la constitution du 18 janvier 1996 mettait en place justement le Sénat, mais il a fallu attendre assez longtemps pour la même chose pour le Conseil constitutionnel, aussi pour les conseils régionaux, etc., etc. Donc, ce qui fait qu'on doit se poser la question de savoir est-ce que 2018 va augurer, à mon sens, des élections, une année électorale sereine. C'est là où le problème se situe. Le problème parce qu'on vit depuis 2016 des moments très difficiles dans notre pays du fait de la crise, notamment de la crise anglophone, ce qu'on peut appeler comme ça. Donc il y a beaucoup de problèmes avec les deux régions qu'il faut absolument résoudre avant d'engager cette année électorale. Sinon, on risque d'avoir des élections violentes. Absolument. Absolument violentes. Notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce que si déjà le dialogue avec nos frères anglophones a été très difficile, il y a eu beaucoup de répression, mais il y a aussi eu beaucoup d'actes anti-État, anti-nation. Donc, c'est assez difficile de croire qu'on va avoir une année. Donc, vous me demandez par où ça va commencer. Oui, le problème, justement, est là. C'est-à-dire, je vais vous répondre que si on devait normalement commencer, c'était commencer par les municipales. C'est-à-dire pour permettre l'élection des sénateurs au moins. Et maintenant, engranger avec les législatives et les législatives, on peut aussi coupler, hein, c'est-à-dire pour permettre... Oui, tout à fait, parce que c'est quand même l'argent des Camerounais qui organise les élections. C'est l'argent du contribuable qui organise. Il y a des petites dotations, de l'aide, des partenaires au développement, mais tout ça c'est le peuple camerounais qui rembourse ça. Par les impôts que nous payons, par les ressources que nous avons, etc. C'est le Cameroun qui rembourse tout cela. Donc, moi, l'essentiel, je voudrais, peut-être pas pour ne pas répondre, tu ne croirais pas, Guizo, que je ne veux pas répondre à la question, mais moi, je suis plus dans l'incertitude en termes politiques. Absolument. Parce que la situation est terrible au Cameroun. La crise anglophone a causé beaucoup de tort à notre pays. Et il m'est difficile de croire qu'on aura des élections sereines. Parce que c'est le grand moment en démocratie, les élections. C'est là où le peuple a le loisir de renouveler ses élus, leur donner la possibilité de pouvoir travailler. Pour ceux qui ont choisi de faire la politique, moi je ne la fais pas. M. Moutarnet est un professionnel aujourd'hui, de choisir librement. Et puis, quand les élections deviennent source de conflit, c'est dangereux parce qu'il faut absolument
régler définitivement. Alors, vous parlez de sources de conflit, on peut quand même s'interroger au sujet de l'ordre, hein, cet ordre-là de déroulement de ces élections, mais justement, les municipales. Oui. Alors, depuis 2013, la question s'était posée, puisque l'opposition avait demandé à un moment donné que le municipal se tienne avant les sénatoriales. Ouais. Mais c'est l'inverse qui s'était passé. Ouais. Et là, on arrive dans une logique où ce sont les mêmes conseillers municipaux qui risquent d'élire les nouveaux sénateurs. Donc il y a un problème un tout petit peu politique. Puisque le mandat des Voilà. conseillers municipaux s'achèvera avant celui des sénateurs. Donc, mais moi je pense que la classe politique, notamment le pouvoir dominant, le président de la République, avec son parti, doivent créer un dialogue urgemment, notamment en 2017, pour qu'on se mette d'accord sur le calendrier. Ça, c'est un avis de journaliste extérieur. Hein. Je n'ai pas de leçon à donner à ceux qui gouvernent. Mais j'exprime, parce que je suis citoyen de mon pays, de dire que, pardon, qu'on puisse quand même s'entendre. Parce qu'il faut arrêter cette histoire où les élections divisent les Camerounais. Et qu'on se retrouve parfois dans le RDPC, même dans des situations de troubles à l'ordre public. Parce que les candidats ne se sont pas entendus, d'autres ont créé des affrontements de gauche à droite, etc. Donc on donne une chronologie normale, qui s'entende, qui est une saine humiliation de la concurrence entre les différents partis. Mais là, on va vous dire non, on ne fera pas, nous sommes au pouvoir, nous on ne va pas faire les cadeaux à l'opposition pour qu'ils viennent nous renverser. Ça c'est logique. C'est le jeu politique normal. Mais il faut que les règles quand même les règles soient claires. Et c'est ça qui fait la preuve de toutes les démocraties. Vous savez, si on est parti du ministère de l'administration territoriale qui organisait les élections dans notre pays, jusqu'à l'ONEL 1, l'ONEL... joue franc jeu dans cette affaire, le gouvernement, depuis qu'elle a cette affaire mentionné Bala naturellement, en dehors des autres qu'on connaît depuis longtemps. L'Église a fait ce qu'elle a pu jusqu'à présent. Et moi, je crois qu'il faut féliciter les responsables de notre Église. Je parle comme journaliste, c'est vrai. Je suis obligé de dire que je suis de l'Église catholique romaine et je n'en ai pas honte du tout. Dire que, effectivement, la première chose, quand il a fallu retrouver le corps, quand Monseigneur a été déclaré disparu, l'Église a demandé de prier. Monseigneur Cléa a demandé à tous les chrétiens du Cameroun de continuer la prière pour qu'on retrouve Monseigneur. Ça n'a pas fait 2 jours, on a retrouvé le corps de Monseigneur. La force de la prière, parce que ceux qui l'ont assassiné auraient pu le mettre dans l'acide. Dans l'acide, le brûler. Et le brûler à jamais. Terminé. Alors, l'Église a demandé que les chrétiens prient. Et les chrétiens se sont mis en prière. Puisqu'on a le sentiment que c'est ce matin-là qu'il est allé à l'eau. Donc, ils ont eu le temps 2 jours avant de faire ce qu'ils veulent. Donc, on a retrouvé Monseigneur. Après, l'Église a demandé, a dit, il faut attendre que les autorités déterminent de quoi il s'agit. L'Église a pris position. L'Église est organisée. Hein? Ah, pour ça. L'Église est organisée. Donc là où on est, pour qu'il y ait une telle position de l'Église catholique qui est au Cameroun, comme à travers le communiqué qui est sorti, il est assez succinct. Il a dit il s'est agi d'un assassinat. Et que l'Église constate que les prêtres, les prélats, l'ensemble de tous ceux qui les ouvriers apostoliques qui travaillent pour le peuple, pour le salut des âmes, pour le Christ, sont visés par des pratiques maléfiques et diaboliques. C'est peut-être pas l'expression exacte, mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est tout dire. Hein? Vous savez, quand on est prélat, généralement les prélats, les évêques sont considérés dans l'Église catholique comme des apôtres. Absolument. C'est-à-dire, les cardinaux sont considérés comme des princes de l'Église parce que c'est eux qui élisent le pape. Mais tout évêque est un apôtre. C'est-à-dire exposé. Il faut savoir que quand tu es apôtre, c'est comme dans la fondation de l'Église traditionnelle. Les premières, les bases de l'Église. Quand vous avez lu un peu l'histoire de l'Église. Ils ont été persécutés. Il y a une bonne... littérature un bon livre qu'on appelle l'histoire de l'Église, écrit par Daniel Rops, de l'Académie française d'ailleurs, de l'Académie Daniel Rops, tout à fait. Voilà, qui est très explicite dessus, c'est-à-dire que tous les apôtres doivent souffrir, doivent savoir qu'ils sont la visée de toutes les persécutions, qu'elles soient humaines, qu'elles soient inhumaines, qu'elles soient sataniques, qu'elles soient diaboliques, parce que ils sont chargé de faire un combat du bien contre le mal. Et justement, arriver de la vie contre la mort. C'est-à-dire arriver à une victoire certaine qui est la victoire de la vie sur la mort.
du bien sur le mal. Ça, c'est important de le savoir. Et le Père nous le dit encore davantage dans son livre « L'histoire de l'Afrique dans l'Église, parole d'un croyant ». Il le dit très bien. Quand il vous spécifie le monstre de l'Evu Mama chez les bêtis, il a dit le monstre de la mort, qui est toujours en train de vouloir, qui rôde toute la nuit et qui cherche absolument à anéantir celui qui fait le bien. Mais parce que tout le monde doit absolument être dans le milieu mauvais de la mort, on a dit de la sorcellerie, des pratiques diaboliques, des pratiques. Et on a tout ce combat. Ce n'est pas propre au Cameroun, hein. C'est dans le monde entier. C'est-à-dire, il y en a qui ont donné possible, tous ceux qui croient au Christ, tous ceux qui travaillent pour le bien, les hommes de bonne volonté en général. C'est-à-dire, tous ceux qui, comme Robert Mouté-Ambassa, sèment la joie autour d'eux, travaillent pour le bien, pour l'émancipation des gens, ils seront toujours combattus. Par ceux qui veulent que ce ne soit que eux qui existent et que le petit nombre de gens qui croient qu'il faut absolument s'enrichir, accumuler les richesses de manière débordante et maintenant penser à vivre et regarder ceux qui n'en ont pas avec un dédain. C'est ça le combat de la vie contre la mort, du bien contre le mal, de la lumière contre l'obscurité. C'est de ça qu'il s'agit, le travail que les évêques font. Et tout ce qui proclame l'évangile aujourd'hui. Les gens ne l'acceptent pas. Et quand ils veulent exercer dans leur satanisme, j'entends aujourd'hui plein de gens qui vous disent, mais laissez déjà cette histoire de l'évêque, non. Ah bon? Pourquoi Elle a à peine commencé quand même. Pourquoi vous continuez à en parler? Laissez la justice faire, non. Pourquoi vous en parlez? Et puis, il y en a qui vont même jusqu'à vous menacer. Qui passent par les gens de vos familles, ils vous disent que, mais vous avez déjà trop parlé de cette histoire. Si on a tué un évêque, toi tu es qui? Tu sais ce qui peut t'arriver, hein? Parce que tu en parles trop là, les gens peuvent te... le système est violent, les gens qui sont puissants, les puissants de ce monde ont des moyens de t'anéantir à tout moment. Mais si on a pu tuer un évêque, qui sommes-nous, pauvres petits journalistes? Nous avons notre simple foi. Hein? Peut-être que nous finirons même pire que ça. Il y a des pièges qu'on nous tend chaque jour en tant que journaliste. Absolument. Vous pouvez sortir là tout à l'heure et une voiture vous ramasse, alors que la voiture était en train de regarder quand vous étiez en train de marcher. Je ne devrais pas faire, comment dire, donner dans la tête une inquiétude généralisée pour tous ceux qui parlent. Nous avons tous le devoir de mettre la pression sur ceux qui nous gouvernent. Parce que qu'est-ce que la politique? Saint-Hyacinthe définit la politique comme le haut degré du service de l'homme et de la société. Absolument. Ce n'est pas les petits calculs mestins et clientélistes que les gens font au village là, où ils veulent étouffer les autres. Il faut être au service des gens. Ils soient toujours plus puissants que les autres et pour écraser ces gens-là. Ce n'est pas ça la politique. Mais c'est de s'occuper des problèmes des gens. Et s'occuper des problèmes des gens, c'est de respecter la vie. Personne n'a le droit de ôter la vie à quelqu'un. Puisqu'il ne peut pas quel que soit l'objectif. Absolument. Et encore un évêque, on n'a pas le droit de venir entrer dans son... dans son évêché la pleine nuit, le retirer, aller le séquestrer, le torturer et le jeter à l'eau quand on commence à le chercher. C'est de ça qu'il s'agit, puisque les éléments que j'ai lus dans les médias, ou bien que nous-mêmes nous avons traités, il s'est retrouvé, il n'avait pas de l'eau dans les poumons, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas jeté dans l'eau. On ne l'a pas jeté à l'eau vivant. Parce que quand vous êtes, tous les criminologues le savent, lorsque vous vous noyez, vous prenez de l'eau et la bile s'éclate, il y a tout un processus. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien eu. Mais vous savez, il y a un exemple que je vous prends. Si vous suivez les médias occidentaux, ces jours-ci, notamment les médias français, il y a une affaire qui date de 84. L'affaire Grégory. L'affaire Grégory Villemain. On vient de la relancer. Qui vient d'être relancée et on vient d'inculper sa grand-mère. Absolument. Ça a pris du temps, mais pendant... J'ai mis les pieds en France pour la première fois le 13 septembre 85. Mais j'ai trouvé cette affaire en France. Absolument. Qui datait de 84. 84. Mais aujourd'hui, on a les enquêteurs, tout l'officier de police judiciaire, le procureur de la République qui s'occupait de ceux qui se sont succédés depuis 30 ans, ont toujours communiqué sur cette affaire. L'important aujourd'hui, on va dire que notre système judiciaire ne permet pas que on communique. Parce que vous savez, quand on dit pouvoir judiciaire, on sait très bien que l'exécutif avale catégoriquement le judiciaire. Donc, il est temps
pour le président de la République, pour le président Paul Biya, de savoir que pendant longtemps, certainement que son régime a été fragilisé, entre guillemets, par toutes ces petites affaires de crimes odieux, hein, notamment des prélats. Et publiquement, le pape Jean-Paul II, aujourd'hui saint, est venu à Yaoundé, et pour la deuxième fois, et à l'aéroport, alors que le président venait de le saluer, a pris la parole et a rappelé au président de la République qu'il y a un ensemble de meurtres dont ont été victimes des hommes d'église. Il a cité nommément le Monseigneur Plumet, les sœurs de Djoum. Il n'a peut-être pas cité et bien d'autres dont les enquêtes judiciaires n'ont jamais trouvé d'issue. Je pense que la responsabilité du président de la République, à qui tous les Camerounais lui ont donné un suffrage, est de dire justice soit faite. Alors, pour cet évêque. Robert Moté-Ambassa, Jean-François Chanon évoque justement cette nécessité pour le... Dans mes expressions sur les réseaux sociaux, c'est que c'est vrai, une enquête a été ouverte par les autorités judiciaires compétentes et on attend les résultats parce qu'ils se sont dit que c'est une mort suspecte. J'ai dit à cette époque-là que les évêques peuvent eux-mêmes mener leur enquête. Rien n'interdit cela. Pour la manifestation de la vérité, tout est possible. Tous les citoyens même peuvent mener une enquête. Oui, mais Jean-François Chanon, on connaît quand même, il y a de nombreux cas où de nombreux prélats ont été tués. On n'a pas vu l'Église prendre une telle initiative. Est-ce que ce serait aujourd'hui qu'elle le ferait? Non, c'est-à-dire que je connais tous les cas. Notamment, je suis quand même journaliste, quand Monseigneur Yves Plumet a été tué. En 91. Je me souviens très bien que le cardinal à l'époque, qui était archevêque de Dawa, avait dit prenons ça comme une grâce du centenaire. C'était en 90, pratiquement. Une grâce, on s'apprêtait à célébrer les 100 ans de l'Église au Cameroun. Prenons cet assassinat, il avait dit, comme une grâce du centenaire, parce que ça avait été établi. Les évêques ont pris position. Et plus encore, parce que peut-être ce que vous ignorez, c'est que c'est le père Van qui m'a élevé. En 95, qui a été assassiné. C'est le père Angelbert Van qui m'a élevé. Qui a fait de moi un religieux, qui voulait faire de moi un religieux, un prêtre religieux de cette congrégation, de cette famille religieuse. Mais alors, quand il a été assassiné, les évêques étaient en conférence à Yaoundé. Ça s'est passé en avril. Ils ont toujours là un séminaire en avril, une conférence, l'Assemblée générale en janvier, et puis un séminaire en avril. Ils étaient tous rassemblés à Yaoundé. Les évêques ont pris position. Il me souvient que quand on a voulu dégager le corps du père Angelbert Vin de l'hôpital, de la morgue de l'hôpital général, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu un problème parce que le corps, le ministre de la justice de l'époque, garde des Sceaux, Maître Douala Moutomé, avait demandé de sceller le corps pour qu'on en sache un peu davantage. Mais l'église voulait, et le père Ebral avait dit, quand quelqu'un meurt, il faut le libérer, il faut le laisser partir. Donc il y a eu une simulation de corps à la cathédrale de Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, et à la fin, Monseigneur Jean Zoa, paix à son âme, dont je profite de cette occasion pour saluer la mémoire, avait dit, les évêques du Cameroun se disent choqués. Je répète, le communiqué, les évêques sont choqués par un tel assassinat. Il n'y a pas que le révérend père Angelbert Vin, dont je salue aussi la mémoire pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma modeste vie, mais il y a les deux sœurs de Djoum. Il y a les deux sœurs de Djoum. Il y a l'abbé Mbassi. Il y avait l'abbé Joseph Mbassi, auparavant, qui a été mandataire en chef à l'effort camerounais. Donc ce sont des crimes, des assassinats, des meurtres, dont aujourd'hui il n'est plus possible, par expérience de ce qui s'est passé dans le passé, qu'aujourd'hui l'Église puisse commencer. Et je voudrais répondre un peu à Robert Moté, dire que l'Église aujourd'hui est consciente du fait que, à travers tous ces moments difficiles vécus par l'Église, l'Église ne peut plus dissimuler quoi que ce soit. L'Église a le devoir d'aller en avant, c'est-à-dire de dire, nous voulons la vérité. Le communiqué de des évêques est assez clair, que les commanditaires, pas seulement les acteurs, mais les commanditaires, les noms de commanditaires, et que les acteurs soient nommément connus.
C'est fort. C'est fort. C'est bien cela, Robert Moutarda. Oui, tout à fait, parce que il faut aller à quoi aujourd'hui. Je pense qu'au niveau de la foi, les oyens de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala ne savent plus à quel sens se vouer, parce que beaucoup de questions se posent. Les gens ne comprennent pas que des personnalités morales comme celle-là subissent et les informations même qui circulent pour le moment. C'est vrai que l'autopsie n'est pas encore officielle, hein, peut-être, mais il y a des privilégiés qui ont peut-être déjà quelques informations qui circulent un peu partout. À lire ces informations, comment on peut avoir... attendez, si on a besoin de vous assassiner, bien on prend un pistolet, on vous tire dessus, terminé, et vous partez en quelques secondes. Maintenant que vous ayez des fractures par-ci, par-là, que vous soyez torturé et tout ça, c'est comme si derrière tout ça, il y avait une grosse activité de faire parler l'évêque, de donner un certain nombre d'informations, avant peut-être d'en finir avec lui. Moi, je pense que les oies ont peur, tout le monde a peur, parce que vraiment, tel que ça s'est passé, s'il n'y a pas de clarification et que ça reste flou, comme les précédents cas, je crois que nous allons perdre en crédibilité, l'Église va perdre en crédibilité. Au niveau de la foi, ne soyez pas surpris que vous voyez peut-être même beaucoup de ceux qui sont dans les petits séminaires commencer à partir, ou bien leurs parents les encouragent à partir, parce que c'est très grave ce qui s'est passé. Et je pense que dans une situation comme celle-là, l'Église aussi doit essayer de voir comment, avec l'État, des mesures peuvent être prises pour sécuriser ces grands hommes d'Église. Parce qu'aujourd'hui, un ministre, un gouverneur, un préfet, un sous-préfet, ils ont des gardes-corps, ils sont gardés. Pourquoi les évêques ne pourraient pas bénéficier de cette même attention? Parce que quelque part, c'est des personnalités morales qui sont, qui sont un peu ceux-là qui donnent la direction à la société. Alors quand un évêque comme celui-là, Jean-Marie Benoît Bala, que personnellement je connais, et je pense qu'il n'a jamais, c'est quelqu'un qui ne pourrait jamais se suicider, quand on voit ce qui s'est passé, l'œuvre qu'il laisse dans ce diocèse, et les choses qu'il y a encore fait, je pense que ça donne froid au dos. Ça donne froid au dos. Il faut que les gens se ressaisissent et que ce genre de choses n'arrive plus jamais et que ces responsables soient protégés d'une manière ou d'une autre. Oui, mais on incrimine quand même d'une certaine manière le fait que depuis un certain nombre d'années, il y a eu des meurtres des prélats, assassinats des prélats, mais on n'a jamais eu de résultats clairs. Oui, vous savez, M. Guizot, ça dépend des prélats qui sont morts. Shannon l'a dit tout à l'heure. Est-ce que l'Église a vraiment voulu, à ce moment précis, qu'on aille plus loin? Parce que l'Église, quand même catholique romaine, dans ce monde, est assez forte et puissante. L'Église peut faire pression sur les chefs d'État. Donc, si l'Église, à cette époque, avait exigé un certain nombre de choses, c'est sûr que même si on n'avait pas la vérité à 100%, un certain nombre d'informations quand même pouvaient jaillir. La conférence épiscopale, l'autre jour, ils ont sorti un communiqué qui est clair, comme Shannon l'a dit. Donc, quelque part, ils attendent qu'on sache qui sont les commanditaires. Ce n'est pas seulement les acteurs qui ont tué Monseigneur, mais ceux qui ont commandité cet assassinat. Si, dans un avenir proche, ou à moyen terme, ou même lointain, rien n'est fait, et qu'on retombe dans le système comme à l'époque, je peux vous garantir que ce n'est pas en la faveur de notre pays, ce n'est pas en notre faveur, nous tous. On ne sera plus du tout crédible, tout ce qu'on va essayer de faire, parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans les rues, vous savez, les gens qui fréquentent les marabouts ont une psychologie un peu particulière. Oui. Ils acceptent facilement n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas de logique, ils ne sont pas cartésiens, ils ne sont pas logiques. Les histoires qu'on raconte au quartier concernant ce décès peuvent amener même des gens, et à influencer les gens, même dans les élections qui viennent l'année prochaine. Il faut faire très attention, c'est très important. Parce que tout le monde n'est pas agrégé, tout le monde n'est pas docteur, tout le monde n'est pas licencié, mais je peux vous garantir que la grosse masse est celle-là qui croit au commérage par rapport à la réalité. Moi, je pense que ce décès doit être le premier décès d'un évêque à partir duquel des clarifications doivent être mises sur place publique pour rassurer les populations, pour recrédibiliser le nom de notre pays, pour recrédibiliser l'Église catholique romaine. Parce que, quelque part, parler d'assassinat, par exemple, c'est quand même un sacrilège pour l'Église catholique. C'est la catastrophe. Donc, aujourd'hui, on a à peu près su que ce n'est pas un suicide, c'est un assassinat simple. Ok, maintenant, il faut connaître la vérité. On ne doit pas ajouter Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala à tous ceux qui... on ne doit pas, comment je veux dire, on ne doit pas, comme un grand homme de ce pays a dit, on ne doit pas... il faut ajouter la comédie à la tragédie.
Parce que quelque part, c'est une tragédie. Il est hors de question que les gens essayent de faire n'importe quoi pour améliorer la galerie sans qu'on sache la vérité. Je crois qu'on doit aller au fond des choses et tout le monde attend. Les enquêteurs sont là. Et on espère qu'ils vont faire leur travail en toute âme et conscience, en toute liberté, et que les résultats seront publics pour calmer les populations, pour crédibiliser le nom du Cameroun, pour recrédibiliser l'Église catholique romaine. D'accord. Alors, Jean-François Chanon, vous dites que l'Église est en mesure de faire son enquête dans cette affaire. Vous pensez que cela sera suffisant? Est-ce que vous avez l'impression aussi que l'État... Oui, on reviendra. Ne savent plus. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant? On reviendra tout de suite, là, dans quelques instants, sur cet aspect de la question de la disparition de Monseigneur Bala, puisqu'il y en a eu d'autres. Alors, Jean-François Chanon, vous connaissez bien l'Église catholique, chrétien pratiquant, mais aussi vous avez été formé, comme vous le précisiez tout à l'heure, par la compagnie des Jésuites. Alors, que connaissiez-vous de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala? Disons que tout à fait simplement. Je l'ai connu comme grand séminariste d'abord de l'archidiocèse de Yaoundé, ensuite comme prêtre de l'archidiocèse de Yaoundé et enfin comme mon évêque. Tout à fait. Donc, j'ai pas la prétention de dire qu'il est mon ami, mais il est mon ami. Parce que je le connaissais assez bien quand il était notamment à Yaoundé. Notamment vicaire à Mokolo 2 fois. D'abord. Paroisse Mokolo. Ensuite, curé de la Cité Verte. Oui, tout à fait. Enfin, recteur du petit séminaire directeur. À l'époque, on appelait directeur du séminaire Sainte-Thérèse de Molier, où je suis d'ailleurs passé. Donc, je connaissais assez bien le personnage quand il est devenu évêque encore davantage, parce que avec les élites du MAM, à l'époque, en 2003, j'ai justement travaillé pour son sacre. Et ça nous a rapprochés davantage, puisqu'il reconnaissait des visages qu'il avait connus à Yaoundé, parmi les élites. Je ne suis pas ce genre d'élite clientéliste du BAM qui aime les premières places, etc. Je suis un film du BAM et j'en suis fier. Et encore, quand il est venu dans la paroisse Notre-Dame, ce qui était à l'époque la grande paroisse Notre-Dame de Fatima de Yoko, où j'ai mes racines, et lors des obsèques notamment de Roger Moindou, qui était journaliste, etc., il est personnellement venu présider la célébration eucharistique des adieux à cet aîné journaliste. Donc nous avons beaucoup parlé et plusieurs fois, je l'avais au téléphone quand il était à la conférence ici. J'allais régulièrement lui rendre visite. Je savais où le trouver à tout moment. Donc ce qui fait que c'est un personnage que j'ai assez bien connu, puisque je me suis laissé aller à la confession à plusieurs reprises chez lui. Donc ce qui faisait que quand il était notamment ici à Yaoundé, je me souviens, lorsque j'ai eu mes 50 ans, la première personne, j'avais appelé deux évêques ce jour-là. Le premier que j'ai appelé, c'était mon évêque, c'est-à-dire Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Je lui ai dit, Monseigneur, j'ai 50 ans. Il a répondu, gloire à Dieu. Ben, écoute, je mets ça tout de suite et je te porte en prière dans la messe que je vais dire tout à l'heure. Ensuite, j'ai appelé Monseigneur Beufeu Ateba, qui était aussi un grand ami à moi, et que j'ai eu la chance que j'ai eue dans cette génération de prêtres qui ont été ordonnés prêtres, notamment un peu à la fin des années 80, quand moi j'étais encore religieux à l'époque. C'est que j'ai eu trois évêques. Monseigneur Christophe Zoa, actuel évêque de Saint-Mélima, Monseigneur Befa Ateba, qui était évêque de regrettée mémoire, et aujourd'hui, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Ce sont des gens que je connais très bien et personnellement. J'étais à Tu et à toi avec eux. Jusqu'aujourd'hui avec Monseigneur Christophe Zoa, qui est un grand ami à moi. Donc, Monseigneur Jean-Marie Benoît était un... Et j'avais même l'impression, j'avais parfois à lui dire, Monseigneur, tu es un ascétique. Dans l'église, quand on dit que tu es un ascétique, c'est-à-dire... C'est une expression qui est une expression, l'ascétisme, qui envoie une voilà, certaine rigueur dans la vie, ne pas s'attacher aux choses de la terre, aux choses inutiles. Il était à l'essentiel, même quand il faut manger. Vous êtes invité à sa table, il passe beaucoup de temps
à vous parler et vous êtes un peu embarrassé puisque vous vous rendez compte que votre assiette est en train de s'achever pendant que lui, il n'a pas encore mis 2 ou 3 curés dans sa bouche. Et quand il vous écoutait, il vous laissait le temps de vous exprimer et il vous le disait. Il vous regardait, il avait ce petit regard perçant. Quand ça arrivait dans vos yeux, vous avez le sentiment qu'il était en train de voir tout ce que vous avez dans votre cœur. Il vous lisait. Il vous disait. Il avait cette façon de parler et j'estimais qu'il poétisait un peu la vie. Avec ces petites formules latines et cette manière saccadée de parler, comme s'il mettait la réflexion, un peu comme dit Bergson, la réflexion à la connaissance du sujet. Et c'était quelque chose de saisissant. Je le voyais même un peu stoïque. Ah oui, tout à fait. Un peu stoïque. Oui. Il y a un grand stoïque qu'on a lu dans la Grèce antique, c'est Épithète. Il a dit, il riait, il avait ce sourire permanent d'Épithète, qui, quand il y avait quelque chose de difficile qui se vivait devant vous, et quand vous veniez lui dire une situation tragique que vous vivez vous-même, il avait ce petit sourire. Il avait ce petit rire qui vous transmettait le stoïcisme, qui vous demandait accepter déjà cette situation-là, mais savez qu'au bout de cette situation difficile, il y a l'espoir que Dieu donne, la main que Dieu vous tend. Parce que ce que j'ai appris de Monseigneur Jean-Marie Belois, c'est que ce n'est pas ce qui tue l'homme, c'est le refus de croire que Dieu peut lui pardonner. C'est ce qui tue l'homme. C'est-à-dire de se dire que je suis dans une situation de péché tel que je ne peux pas être pardonné par Dieu. Et ça, il me le rappelait toujours. Tu fais bien des choses. Il faut te rendre compte que tu es faible et que dans la vie, ce qui est important, c'est de pouvoir tomber et de toujours avoir le courage de se relever et regarder devant. Ne pas regarder tout ce qui est derrière. Ce qui est derrière est derrière. Et quand on m'a appris, quand mon collègue de Douala, Blaise Pascal Dacier, qui est rédacteur en chef délégué à Douala, et moi je suis à Yaoundé pour le Messager, m'a appelé et dit, écoute, c'est urgent, nous devons faire un travail. L'évêque de Bafia, paraît-il, s'est suicidé. J'ai dit non, c'est pas possible. Il m'a dit, bon, écoute, mets-toi sur le deux. J'ai dit, j'envoie quelqu'un sur le terrain. J'ai envoyé un confrère, un collègue sur le terrain pour aller... Va, écoute et viens rendre compte de ce que tu as entendu. Ne prends aucune position. Écoute ce que les gens disent. Parce que dans mon fort intérieur, je suis resté dans le silence de mon bureau. Je me suis baissé, j'ai dit, Seigneur, comment une telle chose est possible? Suicider, forme de question. Et tout de suite, il y a une voix intérieure qui m'a dit non, ce n'est pas un suicide. Parce qu'il n'est pas capable de suicide. Jean-Marie Bonabala n'est pas capable de suicide. Il a tellement rassuré tout ce qui est autour de lui que, quand bien même le malin l'aurait habité, parce qu'on ne sait jamais jusqu'où le malin peut arriver, et il a tenté d'arriver à cette situation de suicide. Ce grand serviteur de l'Église, cet amoureux de l'Église, n'aurait pas dit « je suis dans l'eau ». Je suis dans l'eau. Il aurait choisi une autre formule. Vraiment, et comme c'était un grand amoureux du latin, la langue de l'Église, la langue usuelle de l'Église, il aurait trouvé quelque chose de plus significatif, d'une signification profonde, de manière théologale, pour exprimer pourquoi il en est arrivé là. Les faits m'ont donné raison, notamment par rapport à ceux qui voulaient absolument nous imposer dans les réseaux sociaux l'idée du suicide. Parce que c'est tellement stupide. Quand vous osiez dire que non, Monseigneur Bala n'est pas capable de ce que vous dites là, on vous tombait dessus en vous disant non, il s'est suicidé. Il faut accepter que des confrères très éminents que j'ai eu au téléphone, ils se reconnaîtront. On dit, mais comment tu peux dire ça? Moi, je connais telle personne, j'étais avec telle personne le matin, il était serein, elle était sereine, autant pour moi, et elle s'est suicidée. Je lui ai dit, non, pas le cas de Monseigneur Jean-Marie Bonabala. La leçon qu'on tire de ça aujourd'hui, je crois que Robert Mouté Ambassa vient de le dire, et je l'avais déjà dit,